Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 176 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, c'est l'hebdo numéro 2. Alors, le programme aujourd'hui, notre hebdo, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous ou pour votre équipe. Donc a priori, si vous n'êtes pas fan de Memphis notamment, ça va plutôt pas mal. mais si vous êtes fan des Grises, bon, courage, on est ensemble, comme on dit. On verra sur la suite de la saison, c'est que le début, hein, tranquillement. C'est pas encore l'époque pour paniquer. Mais bref, donc, blague à part, pardon. J'espère que tout le monde va bien, évidemment. Et donc, on se retrouve pour notre hebdomadaire numéro 2. Hebdomadaire de la semaine numéro 2 de notre saison NBA 2024. Et donc, notre hebdomadaire, c'est notre format d'actu. La nouveauté du Basket Lab cette année, vous le savez, tous les lundis matins, l'hebdo. Une hebdo à la fois actu et tactique, puisque nous parlons des news de la semaine, nous parlons des grosses affiches qui se sont jouées, et donc notamment aujourd'hui, vous allez voir, on va parler évidemment des deux gros Phoenix San Antonio qu'on a eu la semaine dernière. Puis l'instant où on fait un peu des focus sur des tendances, sur des équipes en particulier. Aujourd'hui, vous allez voir Portland, notamment. Les questions des auditeurs. N'hésitez pas à en poser, d'ailleurs, sur Discord, sur Twitter, sur YouTube, un peu partout. Voire même en carte postale, mais il y aura un petit décalage sur le moment où je pourrai vous répondre, du coup. Et puis, les affiches de la semaine suivante. On vous fait votre agenda pour la semaine suivante, avec à la fin aussi un petit quiz, bien entendu, pour rigoler. Et donc, pour cette hebdo semaine numéro 2 de la saison 2024, nous recevons FD, que vous connaissez probablement, FD François Damien, FD que vous avez déjà entendu sur le Basket Lab. Alors la dernière fois, ça devait être il y a pas mal de temps, je crois que c'était l'été dernier, l'été 2022, je crois. Et donc c'est le grand comeback de FD sur le Basket Lab, FD de QI Basket, bien entendu. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, l'hebdo du Basket Lab, semaine numéro 2. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve une nouvelle fois pour notre émission hebdomadaire, l'hebdo du Basket Lab, où on décrypte un peu l'actu de la semaine, notamment tactiquement. Et aujourd'hui, on reçoit FD. Comment ça va, FD ? Bah, ça va super. Toujours excité du début de saison et hâte de décrypter ça. Malgré le fait que tu sois fan des Knicks, hein, on peut le rappeler quand même. Oui, il faut toujours le rappeler. Non, vraiment, dans l'ensemble, sur ce début de saison, très excité de revoir la reprise. Avec quand même une petite pointe de frustration, je sais pas si ça te le fait aussi. Quand tu lances un match, tu vois une belle affiche. Je sais pas, tu vois Phoenix, Los Angeles Clippers. Il me semble pas qu'elle ait eu lieu cette affiche. Mais de lancer le match et puis de voir que les deuxième, troisième et quatrième options de chaque équipe sont soit mises au repos, soit blessées. Et donc tu passes d'une affiche un petit peu premium à regarder tes premières options jouer un peu toute seule et forcément les analyses sont un petit peu plus compliquées dans ces contextes où tout le monde n'est pas là, quoi. J'avoue que j'ai un peu ce même truc, même moi ça me déprime un peu le côté il manque une star, en général je regarde pas le match, quoi. Ouais. Enfin, ça dépend, mais tu vois, quand c'est vraiment la grosse star des deux côtés qui manque, bon ben à quoi ça sert de regarder le match, j'ai un peu ce sentiment-là, quoi. Bon, mais c'est bon. C'est le fameux problème du load management, ou pas d'ailleurs, puisqu'on a aussi beaucoup de vraies blessures. Mais va-t'en savoir quelle est la vraie blessure, quel est le joueur mis au repos maintenant. Bref, donc FD, oui, FD de QI Basket évidemment. Tiens, FD aussi qui aime bien regarder les jeunes joueurs, et donc tu es celui de la bande qui regarde pas que les grosses affiches. Là, tu me disais en antenne que tu as vu plein de matchs un peu pourris juste pour regarder des jeunes joueurs dans des équipes pourries. Ouais, je me suis notamment tapé des Blazers Raptors, par exemple. Des Blazers Raptors ou des Blazers Sixers, des Nets Hornets pour voir Brandon Miller.
Non, on en reparlera après, mais j'aime bien voir les jeunes joueurs dès leur début en NBA, notamment pour ceux que j'ai eu la chance de voir un petit peu avant, soit en NCAA, soit en Europe. Non pas pour dire qu'ils galèrent, parce qu'ils vont tout le temps galérer, mais par contre voir sur quels aspects ils ont vraiment du mal à leur arriver en NBA, et voir notamment par la suite lesquels ils ont réussi à améliorer, sur quel point ils ont réussi à s'adapter assez rapidement, puisque c'est là-dessus aussi qu'on peut se baser pour avoir une projection un petit peu à plus long terme sur une carrière d'un jeune joueur. Et donc, on a eu une semaine et demie à peine de match NBA, et toi, plutôt que regarder les gros matchs, t'as déjà vu 3 ou 4 fois Portland, c'est ça. C'est ça, c'est un peu exactement. le topo. Exactement. Bon, chacun ses délires, chacun son fétichisme. Non, je dois dire que je l'ai eu aussi, celui des jeunes joueurs. J'ai plus assez de temps pour faire du scouting, mais je comprends tout à fait. Donc oui, évidemment, nous sommes dans l'hebdo. Numéro 2, semaine numéro 2 de NBA, notre deuxième numéro de l'hebdo. Le programme de cette émission, très simple, on commence par les actus de la semaine. Ensuite, les grosses affiches de la semaine, on parle un peu tactiquement de qu'est-ce qui s'est passé sur les gros matchs, si on a pas mal de choses à noter. Et puis un peu notre rubrique focus, donc soit un focus en particulier sur une équipe, sur une tendance, sur un joueur aussi, une petite rubrique scouting ou alors la stat de la semaine. On verra, je crois qu'aujourd'hui on a et un petit scouting et une petite stat, tu nous diras tout ça. Les questions des auditeurs, évidemment, bien sûr, très important. Les affiches pour la semaine à venir, on vous fait aussi votre programme pour la semaine qui arrive, et puis le quiz. Est-ce que tu as peur, du quiz, vu les performances d'Azad ou pas? Bah non, c'était pas si mal Azad. C'était pas si mal, donc oui, j'imagine que j'ai peur puisqu'il a bien commencé la saison et la concurrence sera rude. On verra où FD va se placer dans la race de l'hebdo. Ok, eh bien si t'es prêt, on peut y aller directement. Donc les news, petit encart sur les news de la semaine tout de même. Tiens, on a parlé du trade de James Harden, on a fait un podcast un peu en longueur avec Baptiste il y a quelques jours, mais c'était la news évidemment de la semaine. Toi, en quelques mots, quel est ton avis un peu sur ce transfert? Ma première réaction, c'était enfin un petit peu de guard play, enfin un peu de playmaking aux Clippers. Maintenant, voilà, pour rebondir sur les questions que vous avez soulevées, quelle synergie avec Westbrook qui fonctionnait plutôt bien dans ce système? Est-ce que tu vas réussir à alterner leurs minutes, ou bien le fait que ce soit quand même deux joueurs avec un certain pédigré et aussi des certains égos, est-ce que tu vas réussir justement à en faire un sortir du banc ou pas? Par contre, moi, le point sur lequel je voulais aussi insister, James Harden, au fur et à mesure de sa carrière, c'est quelqu'un qui a été de plus en plus confortable et a eu de plus en plus besoin du pick and roll pour créer en attaque, et c'est là qu'il est le plus efficace, je pense. Le problème, c'est que les Clippers, c'est historiquement pas une équipe qui en font énormément du pick and roll. Donc à voir, il y a peut-être un risque d'avoir un problème de maximisation, soit un problème de maximisation de l'apport de James Harden individuellement, ou bien juste un risque de maximisation de l'attaque si tout d'un coup on demande à Ivica Zubac de faire énormément de pick and roll, ou bien on peut le voir un petit peu avec Russell Westbrook qui en a posé quelques-uns là cette nuit pour Kawhi Leonard. Est-ce qu'on va avoir quelques séquences avec des pick and roll inversés? Ça peut être intéressant aussi. Mais j'ai hâte de voir l'utilisation que James Harden aura aux Clippers, même si en fait, je me demande, est-ce que James Harden aujourd'hui vaut vraiment, est-ce que c'est vraiment un blockbuster trade? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va changer la phase de la course au titre du côté de la conférence Ouest? Je sais pas. Oui, je te rejoins que de suite on a vu dans les médias un peu cette appellation de blockbuster trade. Je me suis dit quand même pas, peut-être pas, parce que le joueur est quand même, bon, il est encore très bon, hein, mais j'ai pas eu l'impression que c'était un tel retentissement que d'autres énormes trades. Mais ouais, je te rejoins. Et toi, si tu devais parier, est-ce que les 4 seront là en playoff le 15 avril? Ça peut être à cause des blessures, ça peut être à cause de trade, ça peut être à cause de n'importe quoi. Est-ce que tu penses que les 4 seront là le 15 avril? Trade, je pense pas. Je pense pas qu'il y en aura. D'accord. Je pense que ces 4 mecs, je sais pas, je les connais pas personnellement, mais j'imagine qu'ils vont essayer d'avoir leur espèce de banana boat en fin de carrière, quoi. Tu vois, je pense qu'ils vont essayer d'aller le chercher ensemble. Donc ce sera difficile de les dissocier par un trade. Maintenant, la blessure. Allez, s'il fallait mettre un pourcentage, allez, je mettrais à 40% les chances que les 4 soient là en playoff, en bonne santé. Ouais, il y a le facteur de la santé aussi, toujours avec cette équipe. Ouais, mais tu vois, je crois que la force du fameux Banana Boat, pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est la photo, là. C'était quoi? C'est LeBron, Chris Paul, Carmelo. Peut-être Dwayne Wade, je suis pas sûr, mais
Je crois que la force de ce Banana Boat, c'est que ça ne se soit jamais réalisé, ce fantasme. Et donc, ça peut rester un fantasme. Là, j'ai peur. J'ai peur des résultats. Bon, bref, on verra. Si ça vous intéresse, on vous renvoie vers ce podcast. On va pas s'éterniser dessus. Mais voilà, c'était quand même la grosse news de cette semaine. Malheureusement, 2 décès un peu notables aussi cette semaine. Mais on peut passer vite, on va pas développer, mais on peut quand même les citer. Bobby Knight, le fameux coach universitaire de Indiana à l'époque, je crois qu'il a entraîné Isaiah Thomas, hein, si je dis pas de bêtises. Il a entraîné Isaiah Thomas, il a entraîné Coach K à l'Army aussi. Oui, c'est ça. Et qui a fait pleurer Michael Jordan, il paraît, sur les Jeux Olympiques 84. Ouais, c'était quelqu'un humainement assez exécrable, il faut le dire quand même. Mais par contre, tactiquement, c'est à lui qu'on doit en partie ce qu'il a appelé la motion offense. Donc c'était cette idée un peu révolutionnaire à l'époque que il n'y avait pas besoin de donner des systèmes prédéfinis à une équipe, mais plutôt quelques principes et leur dire en fait bah voilà, on n'a pas de système, par contre quand la balle est là, bah faites plutôt ça. Quand un joueur coupe, bah replacez-le. Enfin voilà, c'était quand même assez révolutionnaire pour l'époque, et on peut le voir aussi aujourd'hui en fait où il y a plus, ouais. c'est pas seulement le meneur en fait, ou c'est pas seulement le porteur de balle principal qui doit créer l'attaque. Bah lui c'était un petit peu ça, c'était bah même mon poste 4, mon poste 5 à l'époque qui normalement était que à l'intérieur pour finir les actions, bah là peut-être qu'ils vont sortir un petit peu plus, peut-être qu'ils vont couper, peut-être qu'ils vont faire des passes. Donc il y a ce côté un petit peu précurseur chez Bobby Knight. Coach très très militaire, très très à l'ancienne, le fameux qui balance des chaises sur le terrain. Allez voir sur YouTube si vous connaissez pas Bobby Knight. Walter Davis aussi est décédé, on a appris ça, que je ne connaissais pas trop pour le coup. Walter Davis, 5e pick de la draft 77, rookie de l'année, 2 fois à l'NBA, 6 fois All-Star et surtout meilleur marqueur de l'histoire de Phoenix, que j'avoue moi je ne connaissais pas trop, mais voilà non plus. Pour cette semaine. Tiens, info un peu signature, Biyombo à Memphis, Bismack Biyombo a signé aux Grizzlies. Bon, parce qu'il y a eu la blessure de Adam, c'est que je crois que sur du court terme, il pouvait pas faire beaucoup mieux, mais on s'attend pas à des miracles. Tu me dis si tu veux réagir, mais a priori, bon, c'est un peu anecdotique. Non, Bismack Biyombo, c'est un peu tu sais, c'est le sparadrap qu'on met sur tous les mots, quoi. Dès qu'il te manque un peu de rim protection, ou bien que t'as que 2 postes 5 en début de saison, bah allez hop, Bismack Biyombo, il y en a d'autres aussi comme ça, mais c'est un petit peu le plugin par excellence, quoi. Parce que Jamal McGee n'était plus disponible, je crois. C'est pour ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il y en a quelques-uns comme ça. Ouais. Ou d'autres. Je vais pas dire les noms parce que je vais pas spoiler le quiz. Une petite déclaration de Draymond Green aussi dans la semaine là, qui nous a dit c'est bien. Il y a le retour du plaisir de jouer ensemble à Golden State. C'est bien. Il y a une bonne ambiance. C'est bien. J'ai envie de dire. Mais est-ce que la mauvaise ambiance, elle venait pas aussi de toi en partie? L'an dernier, alors, bon, c'est pas pour dire, mais voilà. Non, une vraie info pour le coup. Par contre, Cooper Flagg s'est engagé avec Duke. Cooper Flagg, qui est le futur annoncé, en tout cas premier choix de la draft. Hein, c'est ça, d'ici 24 ou 25? C'est ça. Et il me semble qu'il a sauté 1 an. Donc à la base, il était génération 2025, mais il a rejoint la classe 2024. Effectivement, on est sur un phénomène athlétique comme on en a tous les ans en sortie de high school. Et ouais, il rejoint Duke. Ça va être intéressant. Mais voilà, quand on voit l'historique des consensus numéro 1 en sortie d'high school qui ont rejoint Duke, c'est pas non plus la joie, quoi. C'était Jalil Okafor, du Josh McRoberts. Bref, c'est pas des joueurs qui ont ensuite brillé en NBA. Mais par contre, là, Cooper Flagg, quand même, il y a à surveiller, ça va être intéressant. Ça va être intéressant à Duke. Un grand ailier à tout faire, projeté comme meilleur joueur. Donc, tu disais, il s'est reclassé en 2024 pour sa classe de lycéen. Donc ce draft 2025, par contre. Oui. Je crois, je dis pas de bêtises. Non, c'est ça. Et non, c'est notable parce que ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vu un futur premier choix de la draft jouer à NCAA? Ça commence à faire pas mal, hein. Je crois que, parce que là, on avait Wembanyama, c'était pas la NCAA. Si, Kate Cunningham en 2021, mais c'est rare, hein, c'est de plus en plus rare les joueurs les très hauts choix de draft qui passent par la fac. Maintenant, tu sais, ils vont un peu partout, ils vont en Australie, ils vont en D-League, ils vont partout sauf à la fac. Donc peut-être on regardera des en overtime elite, comme tu dis. Oui. Effectivement, on regardera peut-être des matchs de NCAA, enfin, on verra. Qu'est-ce que j'avais aussi une dernière aussi, Anfernee Simons blessé 1 mois. Je tenais à le dire, puisque ça t'affecte, toi qui regardes beaucoup des matchs de Portland, on ne sait pas pourquoi. mais ne rigole pas, parce que ça m'affecte vraiment, hein. Je pense qu'il ferait vraiment du bien à mes yeux, si je continue à regarder Portland.
Bon, voilà pour les news de la semaine, rapidement, les principales news en tout cas. Et donc, on passe à la rubrique la plus importante de la semaine. Qu'a mangé Victor Wembanyama cette semaine? Et donc, il paraît que c'était des brocolis avec un peu de saumon. Voilà. Tu l'avais aussi celle-là ou pas? Hier, c'était la date de parution, donc c'était jeudi dernier, c'était Kevin Durant qui l'a mangé. Il a dégusté Kevin Durant. Bon, alors non, pardon, la rubrique la plus importante du podcast, en tout cas la principale, les affiches de la semaine. On est là pour parler un peu des matchs et d'un point de vue tactique et ce qu'on a pu observer. On a plusieurs affiches. Je crois que tu as vu le Golden State Sacramento, notamment du week-end dernier. Ouais. Si je peux te lancer, qu'est-ce que tu as trouvé de notable dans cet affrontement entre les Warriors et les Kings? Ce que je regarde en début de saison, c'est surtout les ajouts d'intersaison. Et du côté de Golden State, depuis le début, j'aime bien Chris Paul. Honnêtement, on l'a vu starter contre les Suns, leur tout premier match. On l'a vu starter où c'était un petit peu compliqué pour lui. Un, il avait pas de réussite au tir, et puis deux, tu sentais qu'il manquait des automatismes dans le système des Warriors. J'ai une action en tête flagrante où en fait il va driver, il fait une passe à Klay Thompson à 45 degrés, et donc là en fait dans notre tête, quand on voit ça dans un maillot des Warriors, c'est Steph Curry, c'est relocation à 3 points dans le corner, et Klay Thompson qui drive et soit va finir, soit fait la passe dans le corner. Et on voyait Chris Paul après sa passe rester un petit peu dans l'arc à 3 points, ne pas faire cette relocation. Et puis finalement, voilà, on regarde ce match contre les Sacramento Kings, et puis Chris Paul maintenant sort du banc puisque ça fait un petit peu doublon avec Draymond Green dans le starting five. Mais par contre voilà, Chris Paul maintenant est inséré. Athlétiquement, on a vu au final qu'il a toujours de bons restes et il est toujours capable de se créer des opportunités sur son mid-range. Donc j'aime bien Chris Paul, c'est mon premier point. Et puis le deuxième point, c'est Dario Saric, que j'ai beaucoup aimé, notamment sur ce match-là contre Sacramento où il a un petit carton offensif. Dario Saric, ouais, j'aime beaucoup en poste 4, 5, en sortie de banc. Oui, on en avait parlé déjà la semaine dernière de Dario Saric sur les 2-3 premiers matchs, enfin un ou deux d'ailleurs, premiers matchs qui justement, le tandem avec Chris Paul aidait pas mal. Et je crois que c'est un peu ça, avec une semaine de plus, qu'on peut dire, et qu'on a vu effectivement sur ce match-là, c'est à quel point la seconde unit des Warriors devient compétente, en fait, avec ce repositionnement. Alors, comme on dit, la semaine dernière, il était starter, mais c'était un vrai faux starter qui sortait très vite et qui, en fait, devenait très rapidement leader de la seconde unit. C'était le Keith Bogans, ils appellent ça, Keith Bogans. Exactement, le Keith Bogans des Warriors. Référence à Keith Bogans qui faisait ça avec les Nets il y a plus de 10 ans. Mais non, mais on a de nouveau en fait du jeu fluide, et il y a pas mal de séquences comme ça où je pense que l'an dernier on avait un peu souvenir de notamment Jordan Poole qui avait été catapulté dans ce rôle-là qui ne lui va pas trop, de meneur de la seconde unité avec Klay Thompson, à côté de Klay Thompson, et il y a des fois ça marchait pas quoi. Alors Poole n'a pas évidemment la gestion de jeu de Chris Paul, mais même autour je trouvais que il y a pas autant de fluidité dans le jeu. Ce que l'on a cette année, je trouve, avec Dario Saric qui vient, qui fait l'extra passe, avec Chris Paul qui relance tout de suite, avec Klay Thompson qui bouge aussi plus. Et du coup, c'est vrai qu'on a pas mal de séquences comme ça. Notamment, il y a un fameux système un peu classique de cette seconde unité avec Chris Paul qui fait un pick and roll d'un côté, le temps que Klay Thompson prenne 2 écrans de l'autre côté. Ça, il utilise pas mal ce système-là. Voilà, on a plein de petits trucs comme ça où on a la seconde unité qui devient assez compétente, et je pense que ça peut être une grosse différence assez notable pour les Warriors par rapport à l'an dernier. Et puis même, tu sais, moi là où j'ai été étonné, c'est dans les combinaisons, même avec Stephen Curry, même avec les titulaires finalement. Parce que sur ce côté-là, on peut être satisfait du meneur backup d'ultra luxe qu'est Chris Paul, mais même il y a des fois, je trouve qu'on a pas mal de bonnes combinaisons avec les titulaires en fait, où ça peut même permettre d'utiliser encore plus et encore mieux un Stephen Curry sans ballon et avec la fameuse menace qu'il a. Et tu vois, rien que sur ce match contre les Kings par exemple, t'as un simple pick and roll Chris Paul, Kevin Looney, qui est un peu le truc assez basique, une attaque Chris Paul, et sauf que tu fais sortir ensuite Stephen Curry qui commence dans la raquette et qui ressort vers l'aile, ce qui fait que ça perturbe en fait totalement qui doit aider depuis le côté faible sur le pick and roll, et comme ça t'as un panier facile. Chris Paul ressort pour un panier facile. Ou alors t'as un autre truc comme ça où une fausse sortie d'écran sur l'aile, pareil d'un côté, entre la menace de Stephen Curry qui occupe Sabonis, et du coup sur l'autre aile, Chris Paul peut attaquer d'entrée un peu seul avec une raquette dégagée. Et je pense que
ce qui peut aussi déterminer pas mal de choses sur cette association et sur à quel point ça peut marcher, c'est aussi à quel point est-ce qu'il reste du jus dans le moteur de Chris Paul ou pas. Parce que là, clairement, quand il fait des drives comme ça, c'est bien, mais ce qu'on voyait l'an dernier, c'est que aussi ça coinçait un peu. Donc, à voir à quel point on était sur un déclin physique ou des blessures aussi par rapport à l'an dernier. Ouais, non, mais c'est ça. C'est son intelligence de jeu fait que tu peux l'insérer dans la line-up avec les starters et ça fonctionne bien. Après, il y a cette question du déclin physique, effectivement, et puis aussi le fait que au cercle, il représente plus un danger au cercle. À quel point les défenses vont pouvoir utiliser ça contre lui Ouais. plus tard dans la saison. Et là où tu vois les passes qu'il peut faire pour Stephen Curry, parce que la défense a encore un petit peu peur de Chris Paul, est-ce que au fur et à mesure de la saison, ils vont se dire en fait non, on est très bien à laisser Chris Paul et le roller à 2 contre 1 et justement vraiment garder l'intention sur la défense hors ballon sur Steph Curry ou sur Klay Thompson. Donc pour l'instant ça fonctionne bien. Va falloir voir quand les défenses seront informées. Et puis avoir aussi au niveau des... Parce que là, le début de saison, les exigences sont pas très hautes, notamment défensivement, mais à quel point est-ce que le fait de devoir insérer pas mal de minutes de Chris Paul, est-ce que tu peux insérer plutôt pas mal de minutes de Chris Paul à côté de et Stephen Curry et Klay Thompson, etc. Enfin, ça change aussi pas mal de choses structurellement si tu dois faire monter en poste Klay Thompson défensivement. Lui qui d'ailleurs pas forcément un hyper bon défenseur sans ballon, notamment sur tout ce qui est aide ou protection du panier. Donc ça, on verra, hein. Là c'est que le début et c'est bien évidemment d'avoir un des meilleurs meneurs de l'histoire en tant que ton backup. Donc ça marche bien. Ça veut pas dire que tous les problèmes sont réglés. Et j'avais aussi noté à quel point est-ce que les Warriors peuvent évoluer avec plusieurs non-shooters. Je sais pas ce que tu en penses aussi, mais tu vois, là, Steve Kerr est revenu sur une raquette avec Draymond Green et Kevin Looney. On sait qu'il y a aussi des fois des séquences avec Gary Payton en plus, qui est par là, avec aussi Kuminga. Parfois, il peut y en avoir même 3 sur le terrain en même temps, des non-shooters. Pour l'instant, ça passe, c'est sympathique, mais je me demande à quel point c'est tenable, notamment sur des configurations de playoffs, et notamment c'est ce qu'on avait vu, ce qui avait bloqué contre les Lakers, quoi. Donc, je sais pas trop là-dessus. Ok, tu autre chose à rajouter sur ce match, tu me dis. Sinon, on peut avancer. Quel autre match tu as vu cette semaine et dont tu veux nous parler? Eh bien, on peut parler du double header qu'on a eu là, San Antonio Phoenix. Ah. Là, pour le coup, vrai test en fait pour les deux équipes. Vrai test pour les deux équipes parce que Phoenix, on en parlait en introduction, avait des blessures. Le premier match, donc il manque à la fois Bill, il manque à la fois Booker. Mais voilà, Phoenix c'est encore une équipe qui se cherche collectivement. L'ajout de Yusuf Nurkic forcément ne se fait pas sans difficulté. Et puis pour les Suns, là, forcément on va en parler, mais il y a le cas Wembanyama, mais il y a aussi un autre cas de plus en plus pressant, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce poste de meneur en fait. Avec pour l'instant c'est du coup Jeremy Sohan qui est en fait le porteur de balle principal en attaque. Défensivement, ils ont une line-up super intéressante quand il est sur le terrain, mais on voit quand même que l'attaque capote clairement avec Jeremy Sohan. Donc deux matchs super intéressants, mais voilà, qu'est-ce que toi t'avais noté là, sur ces deux matchs? Non, mais effectivement sur cette question du meneur, c'est ce que j'ai tweeté là il y a pas longtemps, mais je me demandais en fait à quel point les Spurs étaient en mode est-ce qu'on veut être compétitif ou pas, ou est-ce qu'on veut juste essayer de développer le maximum, parce que clairement Trey Jones est bon et c'est un peu le seul meneur de métier de cet effectif, mais en même temps il n'a pas non plus un potentiel de dingue. Et au contraire, oui, on essaie actuellement ils ont un line-up avec Devin Vassell, avec Jeremy Sohan, avec Keldon Johnson, donc des jeunes à qui tu as envie de donner pas mal de minutes pour essayer de les développer, et puis Zach Collins et Wembanyama ensemble dans la raquette. Je me demande à quel point pour l'instant le pari n'est pas fait de se dire on va mettre en avant Sohan un peu titulaire, meneur ou pas, je pense pas, mais en tant qu'un peu porteur de balle, avec Vassell et avec Keldon Johnson. Et ce que je disais, c'est que je sais pas à quel point si ils commencent un peu vraiment à gagner des matchs, à quel point si le play-in est peut-être un objectif crédible,
de se dire bon bah finalement on va quand même refaire jouer pas mal Trey Jones parce qu'on a quand même besoin de sa compétence et on prendra le temps de développer en même temps, mais Trey Jones, enfin je sais pas toi ce que t'en penses, mais il y a certaines séquences, il y a encore 2 passes contre Phoenix là, tu vois clairement que lui c'est un vrai meneur, il a une vraie dose de créativité en fait. Bah, instantanément, quand Trey Jones est sur le terrain, l'attaque tourne mieux, ça c'est sûr. T'as un petit peu moins d'isolation de Devin Vassell, un petit peu moins d'isolation de Keldon Johnson. Mais surtout, si on se concentre un petit peu sur Wembanyama, l'impact de Trey Jones sur Wembanyama est fantastique. Parce que lui, il est capable de le servir dans de bonnes conditions. La différence est criante, on l'a vu, tu parlais des deux passes lobées que Trey Jones a envoyées à Wembanyama sur le dernier match, ouais. sur la deuxième confrontation. En fait, c'est les deux meilleures situations offensives pour Wembanyama. Enfin, au moment où il reçoit la balle, il est tout proche du panier et il ne peut que marquer en fait. Alors que quand il nous manque ce créateur qui est Trey Jones, c'est du Wembanyama qui reçoit la balle à 5-6 mètres du cercle. Et j'ai pas les chiffres en tête, mais en termes d'efficacité, c'est extrêmement corrélé en fait. Si Wembanyama reçoit la balle proche du cercle, je pense qu'on doit être à peut-être 1,7 points par tir. Alors que quand il la reçoit ligne des 3 points ou un petit peu plus loin au niveau de l'elbow, je suis pas sûr qu'on soit à 1 point par tir, quoi. Donc le but, c'est vraiment donner la balle à Wembanyama le plus proche du panier si tu veux gagner des matchs. Si tu veux le développer, c'est encore une autre question. Et aujourd'hui, c'est Trey Jones qui est capable de donner la balle à Wembanyama dans les meilleures conditions. Oui, c'est un peu le meneur de métier pour le coup. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses un peu du début de saison offensif de Wembanyama, parce qu'on va largement parler de la défense qui est un point primordial de ce double affrontement. Mais par rapport à son attaque et notamment sa création ou voire même le type de tir qu'il prend, qu'est-ce que tu penses un peu de ce début de saison? Je pense que, on est sur le même régime de tir qu'on l'a vu avoir à Boulogne-le-Valois l'année dernière. Je pense que j'ai regardé 100% de ces matchs l'année dernière en Pro A. Et on est parfois un petit peu frustré parce que on sait ce qu'il peut faire quand il est proche du cercle. Et donc c'est un petit peu frustrant de le voir de le voir être autant dépendant ou utiliser autant des tirs à mi-distance contestés en fade-away, même si pour le coup c'est pas des mauvais tirs pour lui parce qu'il est capable et en fait la contestation de tir a très peu d'effet sur lui parce qu'il est tellement grand, mais c'est pas les tirs qui sont les plus efficaces. Et on le voit en NBA, vu son utilisation pour l'instant des Spurs qui aiment bien l'utiliser en isolation ou lui donner la balle loin du cercle, c'est des tirs qu'il prend beaucoup, des longs tirs à 2 points contestés. Je pense que au fur et à mesure de sa carrière, quand il va prendre un petit peu de force physique, il sera capable de finir plus proche du panier et d'utiliser son tir à 3 points. On l'a vu là contre les Suns hier, il en a pris pas mal. En catch and shoot, c'est très bien. Quand il pose un dribble, c'est un petit peu plus compliqué. Je suis pas surpris que son efficacité soit pas super haute. On va dire que c'était là où on l'attendait. Mais toi, tu nous dis que donc c'était déjà un peu le cas l'an dernier en Pro A, il avait déjà un peu cette tendance à tenter pas mal de choses en fait. Ouais, totalement. C'était quelqu'un qui tirait beaucoup en sortie de dribble, qui tirait même s'il y avait 1 ou 2 mecs sur lui, et qui prend toujours ces turnaround fade away au poste, qui sont pas forcément des tirs à très haut pourcentage de réussite. Mais oui, c'est quelque chose qu'il a toujours utilisé dans son arsenal. Ouais. Mais effectivement, c'est là-dessus où je pense que il y a pas mal de highlights qui étaient arrivés aussi. C'est ce côté, il a un pull-up et quand ça rentre, ça fait des très belles séquences. Et donc ça fait un peu le tour du monde parce que c'est quand tu vois quelqu'un qui est avec de telles capacités physiques et athlétiques faire ça, c'est pas normal. Hein. C'est clairement pas normal. Mais effectivement, je dirais pas non plus que je suis déçu, mais en tout cas, il y a un certain profil de tir qui parfois n'est pas idéal. Alors parfois il va les mettre. Mais tu vois, paradoxalement, ce que j'ai le moins aimé sur lui sur ce début de saison, c'est un peu les séquences où il va être un peu en création. Notamment ce double affrontement contre Phoenix, il y a des séquences où il essaie de prendre des pull-ups par-dessus Kevin Durant, où il essaie de prendre des pull-ups un peu en isolation, sur du 1 contre 1, un peu loin du panier, voire même des pull-ups à 3 points parfois. Et c'est vrai que c'est pas idéal, alors que paradoxalement, je trouve, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est quelqu'un qui, sur ces 2 matchs-là, peut aussi être utilisé de manière beaucoup plus variée que justement simplement tu vois, si on fait la comparaison avec Porzingis, pour moi c'est là qu'est la différence, c'est que Porzingis, il n'y a pas trop de mobilité. En tout cas, il n'y en a plus maintenant qu'il a été blessé. Mais même avant sa blessure, il n'y avait pas autant de mobilité. Je trouve que quelqu'un comme Wembanyama, justement, il y a pas mal de séquences où il est utilisé sur des sorties d'écran, sur des trucs en mouvement. Et c'est peut-être là qu'on l'attend le plus, et là que son profil est le plus valuable aussi.
Totalement. Quand il reçoit la balle en mouvement, sa longueur et son agilité font que il est au cercle, enfin, il reçoit la balle tellement loin, en un dribble, il est au cercle. Parce qu'il est rapide, parce qu'il est long, parce qu'il est agile. Et effectivement, c'est là où je pense que les Spurs pourraient un petit peu plus l'utiliser. C'est en fait, voilà, en le mettant peut-être dans un corner, et puis à un moment, en déclenchant une coupe, ou en lui posant des écrans hors ballon, en faisant en sorte qu'il reçoive la balle en mouvement. Voilà, je pense que effectivement c'est là-dessus qu'il sera le meilleur, quand il aura la balle proche du panier. Et clairement, après, je pense qu'on est aussi dans une phase d'expérimentation. Tu t'en parlais au début, quand on parlait du porteur de balle principal. Je pense que les Spurs, clairement, le laissent expérimenter, le laissent prendre des tirs, même le laissent faire des mauvais choix, parce qu'ils estiment que ça fait partie de son arsenal complet, et vaut mieux les prendre maintenant que quand il faudra gagner des matchs plus tard dans sa carrière. Donc ouais, il y a cette phase d'expérimentation, et je pense que même lui sait que c'est pas des excellents tirs, mais il les prend quand même parce que ça fait partie de son arsenal. Oui, parce qu'il les met aussi parfois. Il y a ça aussi. Oui, il est capable de les mettre, mais c'est pas aussi efficace que quand il est proche du cercle. Non, effectivement. Mais tu vois, ce que j'ai bien aimé, je crois que c'est le premier match. Il y a 2-3 systèmes un peu pour utiliser Wembanyama de manière un peu variée. Il y en a un premier, c'est ce qu'on appelle un peu un wedge screen, c'est-à-dire lui-même il va poser un pick and roll, mais avant de venir poser un pick and roll pour Tre Jones, il reçoit lui-même un écran, ce qui fait que son propre défenseur, donc Nurkic, est arrivé un peu en retard, et ensuite pick and pop, et c'est la fameuse action, donc au quatrième quart-temps, où du coup il y a ensuite Osman coupe depuis le côté faible, et tu sais, il déclenche, Wembanyama fait semblant de shooter, et ensuite il laisse la balle, il fait une passe vers Osman qui coupe vers le panier. Donc il y a un premier système comme ça. Il y en a un autre, c'est ce qu'on appelle un système en grenade. Tu sais ce que c'est, un système en grenade, un grenade screen. C'est un système où c'est un dribble end off, mais depuis le poste bas en fait. Oui. Et c'est là-dessus qu'on voit aussi toute sa mobilité. C'est on envoie la balle au poste bas à quelqu'un d'autre, et lui en fait on le fait venir depuis l'autre côté. Il court et il vient choper la balle comme un vrai dribble end off, comme un vrai extérieur au poste bas. Donc c'est un grenade screen, et malheureusement la passe est interceptée, mais c'est là aussi sur ce genre de séquence qu'on voit pas mal sa mobilité. Et puis dans le deuxième match, dans le rematch, match 2, j'allais dire comme si c'était une série de playoffs, mais le match qu'on a eu jeudi soir, il y a eu aussi des systèmes un peu comme ça, pareil, un système pour utiliser notamment son passing sur du short roll, où on le fait, il y a des coupes par-ci à droite à gauche, et puis ensuite on le fait arriver en plein centre du terrain, et il fait l'extra passe après le pick and roll, ou même des séquences, tu sais, en fin de match où carrément il fait des vraies sorties d'écran comme un vrai shooter, c'est-à-dire il part depuis la ligne de fond, il prend un écran, il arrive en tête de raquette, et puis il prend le shoot. Donc voilà, il y a cet aspect mobilité que j'aime bien, et j'avoue que je sais pas si je devrais être surpris, mais le play calling de Popovic et certains systèmes sont quand même assez appréciables pour l'utiliser aussi de manière diverse, même si, comme tu dis, il y a aussi pas mal de séquences où effectivement il est simplement sur du 1 contre 1, sur la création. Mais ça, on peut dire que c'est le but ultime à long terme, c'est qu'en plus, il développe cette création de 1 contre 1 en fait. Oui, c'est clair. Juste pour mettre des chiffres sur ce qu'on dit depuis avant. On parle de là sur un échantillon sur 5 matchs. Donc on est vraiment... il faut les prendre avec de grandes pincettes, ces chiffres-là, mais on est à 75% de réussite au cercle. En plus de tout ce qui est provocation de faute, parce qu'il provoque énormément de fautes quand il reçoit la balle près du cercle. Et on est à 39% sur le mid-range. 39% et 32% à 3 points. Donc on est clairement sur un joueur qui est extrêmement efficace au cercle, et puis ensuite dans la moyenne NBA, moyenne basse NBA en mid-range ou à 3 points. Moi, pour le coup, ce que j'avais noté sur ces affrontements Phoenix-San Antonio, c'est surtout défensivement par rapport à l'utilisation de Wembanyama. Et je pense que ça va être un peu l'enjeu tactique de toute cette saison, pour les Spurs, pour le coup. C'est comment est-ce qu'on arrive à utiliser Wembanyama, et surtout comment est-ce qu'on arrive à optimiser sa protection de panier. Parce que d'ailleurs, ça me permet aussi de répondre à une question qu'on a eue, question des auditeurs en avance, question sur Twitter, où quelqu'un m'a dit, c'est Val sur Twitter qui dit que a priori c'est Zach Collins qui va peut-être sortir du 5 à moyen terme avec Wembanyama en poste 5. Pour l'instant, on a cette raquette-là, et pourquoi est-ce qu'on ferait pas sortir plutôt Zach Collins plutôt que Sochan pour mettre Tre Jones? C'est aussi tout l'intérêt, tu me dis, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est tout l'intérêt d'avoir Zach Collins pour l'instant, c'est que Zach Collins peut, entre guillemets, prendre le gros un peu en 1 contre 1, ou être par exemple là sur Nurkic, pendant que à côté on a Wembanyama qui est délaissé de ses responsabilités et qui peut faire un peu ce rôle de roamer, comme on dit, donc non pas devoir défendre Nurkic ou l'intérieur de près et rester sur lui, défendre le pick and roll, mais plutôt
quand t'as Zach Collins qui prend cette responsabilité, lui, il peut être un peu plus sans ballon et être un peu le mec qui aide au panier de manière plus libre, on va dire. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est là qu'il a l'impact défensif pour l'instant le plus important. On l'a vu défendre un petit peu par séquence sur Josh Okogie, par exemple. Enfin, défendre. C'est même pas vraiment de la défense qu'il fait, c'est être. Enfin, son match-up principal était Josh Okogie. Donc, quand t'as un extérieur non shooter comme ça, mais c'est bingo pour les Spurs, parce que tu mets Victor en responsabilité dessus et tu le laisses défendre librement. Et puis, il me semble qu'il y a une vidéo de Ben Taylor qui est sortie là-dessus. Je vais pas la regarder parce que j'ai un article qui arrive sur l'aspect un petit peu révolutionnaire de la défense de Wembanyama. Ce qui est fou, par exemple contre les Clippers, il l'a défendu sur Robert Covington. Robert Covington, en soi, qui n'est pas un mauvais tireur à 3 points. Mais par contre, ce qu'il n'est pas, Robert Covington, c'est quelqu'un qui dégaine très vite. Tu vois, sa gestuelle de Robert Covington, elle a toujours été un petit peu lente. Ouais. C'est quelqu'un qui a besoin de descendre la balle, donc c'est pas super rapide. Donc, en mettant Victor Wembanyama sur Robert Covington, en fait, tu neutralises le côté shooter de Rocco, parce que certes, c'est un bon pourcentage de réussite, mais par contre, Wembanyama peut avoir les 2 pieds dans la raquette, contester un drive. Si ça kick out sur Robert Covington, bah en fait, sa longueur fait que y a pas de possibilité de tir pour Robert Covington, parce que c'est un petit peu trop long et voilà. Donc en fait, même en défendant sur un shooter comme si c'était un non-shooter, sa longueur fait que il est capable d'être tellement plus actif dans les aides et de prendre tellement plus de risques par rapport à son match-up principal, quoi. Oui, mais c'est là aussi que il y a plein d'ambiguïté par rapport à son poste, est-ce qu'il va jouer poste 5 ? Non, il peut pas jouer poste 5, il est trop fin, ou enfin concrètement c'est quand même celui qui protège le panier et qui est le plus grand. Enfin, je veux dire, les postes on s'en fiche un peu, mais dans le rôle, c'est clairement lui qui a le rôle de protéger le panier avec toutes ses aides sans ballon, en fait. C'est ce que en général on attend du pivot. Après, les désignations et les appellations un peu usuelles, j'avoue qu'on s'en fiche un peu, mais c'est vrai que le fait d'avoir Zach Collins permet un peu ça, permet d'avoir du coup Zach Collins qui prend Nurkic par exemple sur ce match-up, et comme tu dis ensuite, dès que tu as un non-shooter, bah, tu le mets dessus, et effectivement le nombre d'actions sur les 2 matchs où il a été capable d'affecter l'action au panier, c'est un nombre assez énorme, quoi, parce que en fait il a cette mobilité et cette liberté surtout de pouvoir abandonner Josh Okogie, ou alors dans le deuxième match ça a été parfois Keita Bates-Diop, et il a totalement cette liberté d'abandonner ce joueur-là parce qu'il ne craint pas on ne craint pas le 3 points de ces joueurs-là pour venir affecter des actions au panier. J'ai pas noté, il est peut-être encore un peu tôt, mais il faudrait voir à quel point est-ce que la fréquence des tirs au panier adverse baisse lorsqu'il est sur le terrain. Je pense que ça va être ça, plus ça, même la stat pertinente, plus que à quel point est-ce qu'il arrive à faire baisser l'efficacité adverse. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais oui, il y a un nombre d'actions impressionnant où il fait le pas de côté, où il vient au panier avec une vraie liberté, parce que, bah oui, quand tu lui offres un non-shooter, bah c'est là que tu te fais du mal en tant qu'adversaire, parce que tu lui offres cette possibilité de venir annihiler totalement les actions au panier. Ouais, la fréquence, c'est quelque chose qu'on avait au prime de Rudy Gobert. C'était plutôt ça qui était impressionnant sur Rudy Gobert. Là, on parle 2018-2019. C'était ça, c'était la baisse de la fréquence. Pas tant de la réussite, en fait, parce que les adversaires allaient tellement peu au cercle qu'il avait moins d'impact sur la réussite au cercle. Mais ce qui est intéressant avec Wemby, justement, c'est que tu peux avoir à la fois son impact d'encre défensif qui va empêcher la fréquence au cercle, et à côté de ça, tu peux encore avoir Zach Collins qui est un très bon protecteur de cercle, et qui lui aussi qui lui aussi partage avec Wembanyama cette protection. Oui, et puis tu vois, paradoxalement, je trouvais que Phoenix avait fait pas mal de bonnes choses dans ce premier match, le premier affrontement, pour justement essayer un peu de perturber Wembanyama, qui voulait rester dans ce rôle de roamer, encore une fois, un peu en liberté, en safety défensif, on peut le dire comme ça, et notamment avec Josh Okogie. Le premier match était assez intéressant de ce côté-là, et donner un peu le modèle de qu'est-ce que tu dois faire si t'es l'adversaire et que t'es face à ce genre de phénomène et ce genre de situation. Notamment Josh Okogie, un des principes qui a été essayé, c'est d'essayer d'impliquer justement Wembanyama le plus possible sur l'action et sur le ballon, en tant que poseur de pick and roll, notamment parce que si Wembanyama qui doit défendre le pick and roll, c'est pas pareil que Wembanyama qui est en deuxième rideau et qui a une liberté totale d'agir. Là-dessus, Phoenix est arrivé à faire deux, trois choses avec soit Nurkic en poseur d'écran en impliquant Wembanyama, soit Josh Okogie lorsque c'était Josh Okogie. On a vu des actions aussi où justement Josh Okogie, il a aussi cette capacité à couper très fort au panier, aller au rebond offensif, et donc notamment à couper dans le dos des aides
Wembanyama. Donc il y a des fois où effectivement Wembanyama veut aider, mais parce que c'était un peu scripté et derrière il y avait la coupe de Josh Okogie qui venait un peu punir. Il y a des systèmes un peu comme ça. Encore une fois, Nurkic aussi, lui a été pas mal pour essayer d'impliquer dès que Wembanyama était sur lui, essayer de l'impliquer parce que Wembanyama qui défend le pick and roll, c'est moins dangereux que Wembanyama qui est en deuxième rideau en safety totalement libre. Et puis il y a même une fois où il y a une action assez intéressante où Phoenix fait exprès de positionner Nurkic justement, non pas dans le corner, mais plutôt sur l'aile. Et en fait, tu vois que du coup, comme Wembanyama n'a pas totalement cette... il est sur l'aile, bah, il n'est pas dans le corner avec cette liberté de pouvoir aider au panier. Et du coup, la défense en deuxième rideau, je crois que c'est Devin Vassell et Keldon Johnson, je sais plus, mais en gros, voilà, le fait d'essayer de positionner Wembanyama un peu ailleurs, c'est ce qui fait qu'il ne peut pas affecter l'action. Et c'est là-dessus, c'est ce genre de petits détails où je me dis aussi que je sortais du match 1 et je me dis, tactiquement, je pense que Wembanyama, il y a des choses à faire avec lui. Et d'un point de vue coaching aussi, San Antonio peut essayer de mieux faire. Parce que normalement, ce genre de petits détails du genre, tu défends Nurkic, et Nurkic, plutôt que de se mettre proche du panier, il va se mettre à 3 points. T'es censé faire des trucs, quoi. T'es censé, Wembanyama, dire non, Wembanyama, tu t'en fiches, tu abandonnes Nurkic et tu viens switcher, un peu des switches sans ballon. Exactement, d'ailleurs, ce qu'avait fait Ime Udoka avec Rob Williams. Souviens-toi, tu sais. C'est du peel switch, ouais, c'est du Exactement. switch sans être impliqué dans une action, mais c'est juste, on va changer les match-up. Exactement, et c'est comme ça que le fameux rôle du low man de Rob Williams à Boston, il avait explosé là-dedans parce que on essayait de l'impliquer le moins possible sur la défense on-ball et au contraire on lui disait non mais toi reste dans le coin. Donc je pense que le staff de San Antonio, il y a 2-3 trucs peut-être à faire de ce côté-là, d'essayer de faire des switches un peu sans ballon pour le garder le plus proche du panier, parce que tu vois il y a d'autres actions aussi où il est défendu, il doit défendre sur Josh Okogie et du coup qu'est-ce qu'on fait, on utilise Okogie pour faire des sorties d'écran et Wembanyama le suit un peu basiquement. C'est là-dessus que tu dis non, mais là il faut switcher, là il faut faut laisser Wembanyama proche du panier, ou voilà. Donc il y avait des trucs un peu intéressants de la part de Phoenix qui ont été faits pour un peu limiter son côté roamer. Mais sur le deuxième match, clairement, il n'y a pas eu. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont moins essayé. Et surtout, comment dire, quand tu fais la pondération, ils ont préféré plutôt essayer de mettre des shooters plutôt que Josh Okogie, qui d'ailleurs, je crois, n'a même pas démarré la deuxième mi-temps du match 2. C'était Yuta Watanabe ou des joueurs comme ça. Et même là, on a vu à quel point Wembanyama est capable de délaisser son adversaire pour aider au panier. On a eu un nombre de séquences assez incroyable. Donc, San Antonio s'en sort avec 2 victoires, 2 grosses victoires sur le parquet de Phoenix. Je pense qu'offensivement, il y a eu un peu de tout et de rien. Deuxième match, il y a beaucoup de surchauffe à 3 points, ou en tout cas des tirs qui rentraient, de facto. Mais clairement, pour moi, c'est surtout défensivement qu'ils ont gagné ces 2 matchs. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir Wembanyama dans ses premières confrontations contre, 1, les Warriors, et 2, les Kings. Ouais. Parce que c'est des équipes avec énormément de mouvements hors ballon. Et les Warriors, logiquement, son match-up, ça devrait être Draymond Green, parce qu'on est sur ce truc de joueur à partir duquel tu peux roamer, que tu peux délaisser, parce qu'il n'y a pas de menace de tir. Mais par contre, Draymond Green, lui, c'est un expert de ça, de profiter du fait que ton adversaire t'utilise comme roamer. Et donc, ouais, j'ai vraiment hâte de voir ces 2 premières confrontations. Je sais pas quand elles auront lieu, mais ce sera un vrai test de l'impact défensif de Wembanyama face à des attaques d'élite. On est d'accord. Qu'est-ce que j'avais noté aussi ? Ah oui, mine de rien, on l'a pas précisé encore, il fait 38 points, je crois, contre Phoenix la deuxième fois, avec une fin de match assez folle. Enfin, le total de points est quand même énorme, hein. Et notamment un point qu'on a pu voir sur cette fin de match et le 4e quart-temps, c'est à quel point est-ce qu'il est déjà capable d'avoir une gravité sur les rolls ROLL, donc quand il plonge au panier sur les pick and roll, il est déjà assez incroyable. Et notamment, Phoenix essayait un peu de switcher certains écrans, et tu voyais qu'en fait, tu pouvais pas, quoi, parce que c'est déjà un mismatch killer, un tueur de mismatch, avec pas forcément de la technique ou du savoir-faire ou quoi que ce soit, mais en fait, il est tellement grand qu'il suffit qu'il plonge au panier, et tu balances la balle un peu en l'air n'importe comment. Et le mismatch, enfin, tu vois, si t'as Eric Gordon qui est en dessous, ou si t'as Devin Booker qui est en dessous, ils sont juste trop petits pour affecter quoi que ce soit. Et donc, on a déjà quelqu'un qui, en effet, contre des switches ou sur des écrans glissés, plonge au panier. Et en fait, il n'y a rien à faire, quoi. Ah, il nous a même fait une petite passe à la Jokic ou à la Sengun, tu sais, quand il reçoit la balle n'importe comment, proche du panier, et il la tape juste à une main pour faire l'extra passe. Mais oui, et le pauvre Eric Gordon qui, à un moment... les commentateurs voulaient vraiment que il faut switcher, et puis effectivement Phoenix switch, c'est Eric Gordon qui se retrouve dessus. Ah ben là c'est 2 points. C'était
Mais oui, mais parfois t'as un peu l'impression que, enfin, physiquement, il est tellement au-dessus physiquement que les réponses, la réponse du switch me paraît un petit peu simpliste, quoi. Est-ce que tu as noté des éléments d'ailleurs sur Phoenix ou pas tant que ça? Alors moi j'ai toujours du mal avec Youssouf Nurkic défensivement. Ah oui? Je sais que t'as reçu Azad la semaine dernière sur qui justement bon est plutôt haut sur la défense de Nurkic. Sur pick and roll, je trouve que son drop en fait a vraiment plus d'impact en fait. Je l'ai noté sur les 3-4 matchs que j'ai regardé là de Phoenix. J'ai l'impression vraiment qu'il est ciblé sur drop et que ça fonctionne assez bien, quoi. Zach Collins sur le premier match de la série de saison régulière, voilà, Zach Collins est arrivé parce qu'il est un petit peu plus rapide à recevoir énormément de ballons sur des pick and roll. Mais ouais, j'avais un petit peu, c'était ça ma réserve, c'est que Youssouf Nurkic depuis le début de saison, j'ai un peu de mal avec sa défense. Et au contraire, j'aime beaucoup l'autre pan de la défense. J'aime toucher mon micro. J'aime beaucoup Drew Eubanks dans ce rôle-là que je trouve vraiment intéressant. Bon, relatif aux attentes, te l'a dit. Tu l'as pas non plus dans tes All-Defensive Team, hein, Drew Eubanks, on précise. Non, mais effectivement, je suis un peu plus moyen sur la défense. En tout cas, j'attends de voir. Effectivement, parfois, tu vois, tu parlais de Zach Collins. Il y a des fois aussi où Zach Collins l'a eu sur des pick and pop, notamment. Où soit le pick and pop en lui-même, soit essayer de faire sortir Nurkic et ensuite l'attaquer sur le close-out. Donc, pour moi, la défense au panier risque d'être un peu le point central de cette équipe des Suns, on va dire, en défense au moins. À quel point est-ce qu'ils arrivent à défendre le panier bien ou pas. Et puis après, en attaque, c'est aussi à quel point est-ce que tu peux avoir de la création un peu proactive, enfin, j'en reviens toujours à ça, mais notamment sur drive, et pas avoir une attaque qui est un peu stagnante, comme on a vu les matchs où il y avait ni Booker ni Bradley Beal, là, notamment les Lakers. La semaine dernière, on en parlait. Contre les Lakers, c'était un peu stagnant et on a vu quelques séquences où voilà, c'est compliqué de créer. Là, pour moi, j'ai vu clairement deuxième mi-temps contre les Spurs, le deuxième match. Devin Booker, ça se voit. Tu vois la différence. Lui, il est capable de le faire. Il y a des séquences où il va au poste bas punir Trey Jones. Il y a des séquences comme ça où il est balle en main et il fait un peu plus la différence. Mais j'attends tout de même de voir avec Bradley Beal. J'attends de voir au complet parce que même si j'ai ma réticence il manque un porteur de balle classique pour faire le playmaker de cette équipe, je me demande aussi à quel point est-ce que le système en lui-même, un bon système bien fait, ne peut pas compenser sur ce genre de choses, quoi. Tu vois un peu justement un peu une motion offense, un peu des systèmes comme ça avec des multiples menaces, à quel point ça pourra compenser ou pas. Mais ouais, en tout cas, si t'es fan de Phoenix, tu sors un peu de ces deux matchs en disant mais on aurait pu avoir 2 victoires de plus et là on ressort avec 2 défaites, quoi. C'est un peu dommage. Ok, on avance. Autre match. Est-ce que tu as vu d'autres matchs cette semaine et dont tu veux nous parler? Très très rapidement. Très rapidement. Je sais que t'es pas un grand fan. Il y a eu la double confrontation Cleveland-New York. Ah, j'en ai vu. Encore une fois un remake de la série de playoffs. Ouais. Bon, très rapidement, il y a pareil là, on est à une victoire. Il nous manque du côté de Cleveland Darius Garland et Jarrett Allen. Et du coup, on a un Evan Mobley qui est projeté au poste 5. Et ouais, un petit peu déçu du début de saison d'Evan Mobley, honnêtement. Un petit peu déçu. Autant défensivement, bon, sans trop rentrer dans le cliché de New York qui prend des rebonds, Mitchell Robinson, etc. Oui, certes. Mais offensivement, Mobley pour l'instant ne montre pas assez de progrès. Tu vois, on a cette image d'Evan Mobley qui va progresser sur short roll, qui va progresser quand il reçoit la balle après avoir posé ses écrans. Je sais pas, moi pour l'instant je le vois pas trop. Alors peut-être que c'est qu'il manque Garland, peut-être que c'est qu'il manque Jarrett Allen, hein, mais un petit peu déçu d'Evan Mobley pour l'instant. Toi, en gros, t'es un peu déçu du rendement offensif pour l'instant. Tu ne te satisfais pas seulement de un mec all defense qui a un peu de passing et un peu de polyvalence, quoi. T'attends quand même un peu plus que ça. Ouais, j'ai toujours été très haut sur Evan Mobley, même l'année de sa draft.
Donc oui, j'ai un petit peu ce poste 4 que tu peux mettre à côté d'un poste 5 un petit peu plus limité offensivement. Bah tu vois, pour moi la raquette Mobley-Allen, c'est sur le papier l'utilisation idéale pour Evan Mobley, mais pour l'instant le passing, j'imaginais un petit peu plus quoi. Mais surtout quand t'as une attaque de Cleveland qui capote un petit peu parce que Donovan Mitchell est pas à 100% encore et parce que parce que Garland n'est pas encore là. Mais ouais, je m'attendais un petit peu, j'avais un peu plus d'attente pour Mobley pour l'instant, mais voilà, on parle que de deux confrontations et deux confrontations qui voilà, ne sont jamais très bonnes pour Cleveland quoi. Et sur les Knicks d'ailleurs, parce qu'on l'a pas si on l'a dit, fan des Knicks, FD. Qu'est-ce que t'as pensé de ces 2 matchs contre les Cavs du coup? Bah fortune un peu diverse, puisque sur le premier match c'est défensivement que tu gagnes le match, parce que bon t'as les tirs qui rentrent hein, d'un côté, t'as le Rundle qui met ses tirs compliqués, Brunson qui met ses tirs compliqués, Emmanuel Quickly qui est défensivement je trouve, je sais pas si c'est quelque chose où on a un petit focus du côté des fans de Knicks, mais je trouve qu'Emmanuel Quickly défensivement a un impact gigantesque. Je pense que c'est notre meilleur défenseur extérieur meilleur que RJ Barrett, meilleur que Quentin Grimes. Et puis le deuxième match, c'est un petit peu le cycle de Julius Randle. Quand Julius Randle fait un bon match, on est une bonne équipe. Quand Julius Randle n'a pas envie de jouer ou un moteur défensif qui est négatif, bah ça va être compliqué de gagner des matchs. Donc on est dans les standards hein, du côté des Knicks. On prend des tirs compliqués, on prend des rebonds offensifs et on espère que notre adversaire n'ait pas une très bonne soirée au foot. C'est ce qui s'est passé dans le premier match, on le gagne. C'est ce qui s'est pas déroulé dans le deuxième match, bah on le perd. Voilà. J'ai pas de grands enseignements du côté des Knicks à tirer de ces 2 matchs. Je pense qu'on est dans la routine. La seule chose, c'est Donte DiVincenzo, pour l'instant, on a du mal à l'utiliser là où il est le meilleur, quoi, comme un joueur en mouvement, comme un joueur qui va faire des coupes hors ballon. On lui donne énormément la balle, sauf que c'est pas forcément le rôle qu'il a eu en NBA pour l'instant. Donc là, un petit peu déçu. Comme quoi, Tom Thibodeau ne serait pas le meilleur le meilleur tacticien et l'homme qui s'adapte le plus de NBA. Surprise. Tu veux dire que DiVincenzo là, il est utilisé avec des ballons genre créateur, porteur de balle? Ouais, c'est ce qui se passe sur ce début de saison pour l'instant. D'accord. Sauf que c'est pas vraiment son rôle. Hein. Oui, c'est plutôt un amplificateur de décalage qu'un créateur de décalage. C'est ça. On est d'accord. Oui, sachant qu'en plus on est en saison 2024, donc saison paire. Donc Julius Randle a priori un peu décevant puisqu'on a eu la bonne année, c'était l'an dernier. Normalement, si on suit le cycle, ça va pas être une grande saison cette année avec Randle. Non, mais j'ai vu le premier match Cleveland-New York. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il y a eu non seulement un back-to-back, mais en plus back-to-back du même match. J'ai pas trop compris cette programmation. Mais bon, bref, il y a d'autres choses un peu plus bizarres. Mais non, sur le premier match, j'avais un point tactique, c'était par rapport au spacing de Cleveland, justement. Parce que ça a commencé, le match a commencé, j'ai cru qu'on était en avril dernier, tu sais, avec la même série de playoffs, avec des séquences de jeu où Isaac Okoro est dans le corner, et il est abandonné, Jalen Brunson se tient à 5-6 mètres de lui, et il abandonne complètement, et en fait, t'as Mitchell qui essaie de faire des trucs de l'autre côté, qui essaie de faire un pick and roll ou qui essaie de faire un drive. Et en fait, il n'y a pas l'espace. Il n'y a pas l'espace pour driver parce que le terrain est complètement surchargé. Donc, il y a cet aspect-là, mais en même temps, ensuite, Cleveland a un peu développé et sorti des line-up avec plus de shooters. Donc ça a été quand même assez appréciable. Après avoir, toujours pareil, à quel point est-ce que ces line-up-là pourront être viables défensivement. Mais tu vois, il y a eu pas mal de très belles séquences de jeu avec du Max Strus, avec aussi en même temps sur le terrain du Emody Bates, le fameux ancien lycéen star Emody Bates, surtout shooter en fait. George Young était par là. Sam Merrill aussi qui était par là, que j'ai découvert moi. Sam Merrill, un shooter de poche, on va dire, mais qui est aussi capable de un peu de poser la balle et de faire du dribble. Et franchement, il y a eu pas mal de séquences où on a vu des très bons mouvements de ballon avec du bon spacing et des shooters comme ça qui combinaient entre eux, des Max Strus, Niang, Merrill. Donc, à voir, hein, c'est toujours le compromis, les fameux vases communicants. C'est bien d'avoir des line-up avec plein de shooters, ok, mais à voir si ce seront des line-up viables ensuite sur des niveaux de compétition plus élevés, notamment je parle pour la défense évidemment, quoi. Ouais, même si pour l'instant, du côté des Cavs, le souci il est offensif aussi, quoi. Défensivement, oui. Je pense que ça va.
Mais offensivement, voilà, tu l'as dit, l'utilisation d'Isaac Okoro et puis l'intégration de tous ces shooters. Mais j'imagine que ça ira mieux quand ils vont quand même retrouver leur axe 1-5, qui est aussi la base de leur attaque. Mais ce que j'ai bien aimé dans ces systèmes, dans ces line-up avec beaucoup de shooters, c'est que justement ça a permis un peu de débloquer le short roll de Evan Mobley. Donc un peu le passing après le pick and roll, de faire l'extra passe après le pick and roll. Il pose l'écran, il va dans la mi-distance, il reçoit la balle et ensuite il fait la passe. Et là-dessus, bah ouais, c'est aussi une des qualités, je pense, de Mobley, c'est ce passing un peu en mouvement pour les standards d'intérieur. Et sauf que plus tu as de l'espace, plus tu vas arriver à l'exploiter. Donc ça, c'était aussi appréciable de voir à quel point est-ce que Mobley pouvait un peu évoluer un peu plus dans cet espace avec plein de shooters. Et un autre point d'ailleurs que j'avais noté, c'est, je pense que il y a un enjeu tactique qui va être énorme autour de ce que moi j'appelle le slot, l'endroit sur le terrain, le slot, en gros c'est l'aile, hein, et à quel point en fait tu vas être capable de punir, si t'es Cleveland, des équipes qui veulent faire des stunts. Qu'est-ce qu'un stunt? C'est quand tu as le défenseur qui vient justement en tête de raquette, gêner ou carrément boucher l'espace, et donc pour ce faire il abandonne son attaquant qui est sur l'aile. Et là on a vu aussi pourquoi est-ce que notre ami George Niang a été recruté. C'est parce que justement, George Niang peut être ce fameux stunt beater, comme j'appelle, quelqu'un qui peut te battre ce stunt-là sur cette position d'aile, parce que bah oui, quand t'as Jalen Brunson ou t'as n'importe quel défenseur qui l'abandonne pour gêner Donovan Mitchell, Mitchell peut ressortir directement et à une passe près de l'action, et là George Niang prend le tir directement en fait, et c'est ce genre de profil qu'il n'avait pas l'an dernier. Je pense que Max Strus peut jouer ce rôle-là, je pense que George Niang peut jouer ce rôle-là, peut-être des Sam Merrill ou Emody Bates, hein, comme on disait, mais vraiment, on a eu quelques séquences sur ce match-là où Niang a vraiment été utile sur ce côté. On va donner un spacing ou alors représenter une menace qui va empêcher le défenseur de venir aider parce qu'il n'ose pas trop abandonner un tel shooter à 3 points sur l'aile. Donc, à suivre, mais ça peut être vraiment un système assez intéressant et une configuration assez intéressante pour essayer un peu de débloquer ce fameux spacing pour permettre à Garland ou Mitchell de briller un peu plus offensivement. À voir contre d'autres équipes aussi, parce que les Knicks sont quand même historiquement une équipe qui sont très très agressifs dans les stunts. C'est un peu la base du système de Thibodeau. Et moi, c'est mon combat depuis 4 ans. Parfois, c'est trop, quoi. Parfois, le porteur de balle n'est pas vrai, enfin, le défenseur du porteur de balle n'est pas réellement battu. On va quand même faire ce stunt. Et en fait, le fait de sur-aider fait que tu pars d'une attaque où il se passe pas grand-chose. T'as un catch and shoot presque ouvert à 3 points. Enfin, tu donnes un tir gratuitement, un excellent tir à l'attaque, quoi. Donc, mais effectivement, c'est des profils que les Cavs n'avaient pas, et ça va être intéressant de suivre ça au cours de l'année, notamment en prévision des playoffs. Oui. Ok pour ces Cleveland de New York. Est-ce qu'on avait d'autres choses à dire, d'autres matchs? Où est-ce qu'on peut passer le Lakers? Oui, ou tu veux parler de l'explosion de Luka Doncic contre les Nets? On peut en parler un peu de l'explosion de Luka Doncic, effectivement, donc contre Brooklyn. Tu as vu le match aussi un peu, tu m'as dit. Oui, j'ai vu un petit 49 peu. Points. Vas-y, qu'est-ce que tu as retenu un peu de ce match-là? Bah, la première chose, c'est Luka Doncic, voilà. Mais qui a ce côté implacable, qui voilà, en fait, défense, pas défense, il est capable de marquer des points. Par contre, ce que j'ai noté, c'est parce que du coup là, il y a aussi Kyrie Irving, en fait, dont on parle assez peu parce que Luka Doncic c'est monstrueux. On a parlé tout l'été de l'arrivée de Lively au poste de pivot et à quel point ça allait faire du bien Luka Doncic. Bah en fait, sur les minutes où Doncic et Irving sont sur le terrain, c'est surtout Irving qui joue du pick and roll. Mais par contre, j'aime bien cette association Irving-Lively que je trouve vraiment intéressante parce que Kyrie, en fait, on oublie un petit peu que c'est un bon joueur de pick and roll aussi. Ouais. Et je trouve justement les usages de Irving et Doncic quand ils sont ensemble sur le terrain assez complémentaires. Doncic plutôt sur de l'isolation, ou bien même qui laisse à Kyrie Irving la première création, soit sur du pick and roll, soit sur de l'isolation, et Doncic qui arrive là à ce moment-là en deuxième rideau d'attaque. On le voit même prendre des tirs à 3 points en sortie d'écran. Tu vois, Kyrie Irving qui a le ballon top of the key, quoi, donc face au panier, isolation, et Doncic qui sort d'un écran dans le corner, quoi, d'un écran sortant pour un tir à 3 points. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Luka Doncic jouer hors ballon, et bah ça fait du bien, parce que c'est permis par le fait que Kyrie Irving est capable d'assurer la création aussi. Oui. Et je pense que là où Doncic est aussi intéressant, c'est pas que sur pick and roll, c'est aussi sur des séquences en post-up aussi, tu sais. Et moi, c'était aussi un point que j'avais noté sur ce match-là, c'est à quel point, alors on en a parlé dans les previews, etc., mais
on est en train de voir concrètement, j'ai vu en tout cas sur ce match-là contre Dallas, un peu concrètement qu'est-ce que ça voulait dire, ce fameux effectif un peu plus qui apporte de la fluidité en attaque. J'ai trouvé tu vois, il y a des séquences où par exemple on commence avec Luka Doncic au poste bas, ça se resserre un peu autour de lui et du coup on renverse vers l'autre côté et il y a du passing, on attaque les close-out, on fait bouger le jeu. Il y a des séquences comme ça aussi avec Irving et Luka Doncic un peu d'un côté et pareil de l'autre côté tu as Grant Williams et Josh Green qui s'inventent une sortie d'écran en côté faible et ça débloque tout complètement sur l'action. Voilà, il y a pas mal de séquences comme ça un peu intéressantes qui ont apporté pas mal de fluidité. Le rookie d'ailleurs aussi, Derek Lively, le pivot qui d'habitude enfin les pivots sont pas forcément tous dotés de capacité de passe, mais lui a fait 2-3 passes pour ressortir justement et pour participer à cette fluidité de jeu qui ont été vraiment très appréciables, je trouve. Donc c'est le premier point principal que j'avais noté, c'est cette attaque qui déjà commence un peu à développer avec ces nouveaux profils qui sont capables de jouer en mouvement, développer une attaque fluide et pas seulement rigide, du genre tout le monde attend que Doncic fasse son pick and roll. Et puis le deuxième point, je crois que tu l'as évoqué aussi, c'est cet aspect implacable qu'on a vu concrètement sur ce match-là, parce que c'était le dilemme constant de la part de la défense de Brooklyn. En fait, Luka Doncic partait à la chasse au Cam Thomas, en fait, le mauvais défenseur de cette équipe. Mais parfois, il le faisait d'ailleurs sur d'autres défenseurs. Hein. Ça, je crois qu'il y a aussi des séquences sur Dorian Finney-Smith ou sur Michael Bridges où, en fait, voilà, si t'apportes pas d'aide, Luka Doncic, il peut aller au panier, pas forcément directement sous le panier, mais pas loin, et marquer un peu à volonté, parce que si tu n'apportes pas d'aide, en fait, il est assez grand, assez costaud et assez puissant pour aller au panier, proche du panier, et avoir un tir de qualité qu'ensuite il est capable de mettre aussi. Donc c'est très bien. Et par contre, si tu apportes une aide, il peut très bien te faire la bonne lecture. Et tu vois, les Nets essayaient d'apporter une aide depuis le côté faible, depuis le côté fort, essayer de resserrer autour du panier. Ben non, en fait, ils trouvaient toujours la solution. Donc je trouve que c'est toujours bien aussi on a vu ce rappel dans ce match-là contre les Nets que certes, quand tu apportes des aides, il peut trouver la solution. On a vu aussi l'autre aspect de pourquoi est-ce que autant d'équipes apportent des aides. C'est parce que en fait, quand tu ne le fais pas, il est capable, un contre un, il est littéralement implacable. Ouais. Et c'est aussi un point important parce que c'est ce qui permet de tout débloquer dans son jeu en fait. Ouais, pour mettre un chiffre là-dessus, est-ce que tu veux surréagir à une stat au bout de 4 matchs? Vas-y. Bon, on est là pour ça. On se fait plaisir. Donc, ouais. donc Luka Doncic a joué 33 possessions en isolation cette année. C'est le plus gros total de NBA. Le deuxième, c'est Cam Thomas avec 25. À ton avis, combien de points partir sur ces 33 possessions d'isolation pour Luka Doncic? Points partir, je pense que ça sur isolation. Si tu me poses la question, ça doit être impressionnant. Je te donne la moyenne de points partir sur isolation l'année dernière. On était à 0,89. 0,89, ouais. Donc je veux dire 1,42. Luka Doncic à 1,58. Ah oui, voilà. Points par possession sur isolation sur le début de saison. Oui, attends, parce que là, on inclut aussi pas mal d'isolation où il peut prendre des pull-ups à 3 points. Donc ça peut finir avec des isolations à 3 points. C'est ça aussi. Oui. Mais pourquoi est-ce que je pense à ça? C'est parce que l'an dernier, je crois que sur le premier mois de compétition, sur des drives, donc que des tirs à 2 points cette fois-ci, sur des drives, il fait un début de saison à 1,7 ou 1,8 de points par tir sur des drives, alors que c'est que des tirs à 2 points. Mais ouais, non, mais c'est incroyable. Ok, tiens, tu voulais aussi parler de Cam Thomas aussi, d'ailleurs, je crois. Ouais, on peut en parler après pour au moment de la stat de la semaine. Ah oui, c'est vrai, on se garde ça sous le coude sur la catégorie de la stat de la semaine. Très bien. Qu'est-ce que j'avais noté aussi? Alors moi, j'ai vu aussi un peu de Sacramento Lakers, mais je pense que même de manière plus générale, la défense d'Anthony Davis sur à peu près tous les matchs de cette saison sont assez incroyables. C'est épatant. Mais sinon, on peut passer aux Lakers Clippers que tu as vu un peu, je crois. Oui, j'ai la même conclusion, c'est qu'Anthony Davis, quand il est en forme, défensivement c'est monstrueux. Ouais. Et puis l'autre versant de ce match, c'était Kawhi Leonard qui commence son match avec 5 sur 5 au tir, 3 sur 3 à 3 points. Et qui rappelle à tout le monde que voilà, quand il est en forme aussi, surtout que les Lakers ont décidé de passer en dessous de ses écrans au début de match. Donc quand Kawhi Leonard prenait un pick and roll, il passait en dessous. C'était pas le bon choix, clairement. Mais non, la clé pour les Lakers, je pense qu'on est un peu tous d'accord là-dessus, c'est est-ce que à la fois D'Angelo Russell et Austin Reeves peuvent assumer autant de création. Sur ce match-là, ils ont été capables de le faire contre les Clippers. Donc ça a fonctionné. Et l'autre point, c'est LeBron James.
on a vu LeBron James un peu limité en termes de minutes en début de saison. Là, t'as l'impression que Darvin Ham, il a peut changer son fusil d'épaule et qu'il s'est dit non, en fait, LeBron, tu vas jouer 40 minutes et les ballons vont transiter par toi et ça fonctionne effectivement mieux quand LeBron est sur le terrain. Ou alors c'était juste pour le derby de Los Angeles. Il s'est dit allez, on se fait plaisir. Ouais. On est sur ESPN. Ok, là tu peux jouer. Mais non, mais je suis d'accord et je dois dire que moi c'est aussi un de mes points de bascule pour cette saison, c'est à quel point est-ce que LeBron va pouvoir être bon dans ce rôle de porteur de balle un peu comme avant, quoi. Parce qu'on a vu que son volume se réduire petit à petit, mais t'as toujours des flashs. T'as toujours, tu vois, contre Sacramento, il fait des sur pick and roll, il va attaquer Sabonis comme avant et puis dévastateur. Il attaque du Malik Monk sur des lignes droites, sur des drives. Il attaque du Davion Mitchell. Donc il y a encore parfois des flashs comme ça, mais en effet, il a plus autant d'emprise sur le jeu en termes de volume global. J'ai l'impression. Tu me dis si t'es pas d'accord, mais il y a un peu ce truc. C'est pour ça d'ailleurs que tu parlais d'Angelo Russell et Austin Reeves, parce que on peut pas avoir tout le temps une attaque un peu héliocentrique autour de LeBron James. Donc on a aussi besoin que la création secondaire de Russell et Austin Reeves soit aussi un peu au niveau, quoi. Bah, tu le vois même, enfin surtout sur le demi-terrain, tu vois LeBron s'effacer en fait. S'effacer, laisser la création principale à ces deux gardes, hein, donc Russell ou Reeves. Et c'est vrai que on n'a plus l'habitude, quoi. On n'a plus l'habitude de voir ça, mais je pense que c'est quand même nécessaire parce que LeBron, effectivement, en fin de saison, à quel point il va encore en avoir dans le moteur et en fait, tu vas avoir besoin, clairement, pour que ces Lakers soient compétents, tu vas avoir besoin que Reeves et Russell soient à un bon niveau de création, quoi. Vu l'effectif tel qu'il est construit aujourd'hui. Mais tu vois, tu disais, il y a ce changement un petit peu d'utilisation et de minutes parce qu'il y a le derby. Oui, parce que effectivement, il joue à 7. Enfin, il joue avec une rotation à 8 joueurs, quoi. Avec Jackson Hayes qui joue 13 minutes. Wood qui en joue 29, Christie qui en joue 21 en sortant du banc. Parce que Gabe Vincent était absent aussi, hein, peut-être. Ouais. Et puis Taurean Prince aussi. Donc, oui, tout à fait. Ouais. Voilà, tu joues à 8. Tu te dis bon, est-ce qu'on est déjà au point de lancer des barreaux d'honneur fin octobre? Bon, c'est le choix qu'ont fait les Lakers. Ça a bien fonctionné. Sachant que justement un peu on a besoin de cette création secondaire de Russell et Austin Reeves. Austin Reeves c'est un peu en difficulté hein, sur ce début de saison, mais justement c'est revenu dans le troisième quart-temps contre les Clippers. Ça a recommencé un peu à enchaîner, et donc c'est comme ça que les Lakers sont un peu revenus, ont forcé le overtime, la prolongation pardon, et ensuite on gagné le match. Mais effectivement à suivre de ce côté-là. D'ailleurs, un bon coup aussi tactique que j'ai bien aimé. Darvin Ham a placé Anthony Davis sur Kawhi Leonard aussi, à partir de la deuxième mi-temps. Et ce qui finalement a pas mal aidé à essayer un peu de limiter l'incapacité de Kawhi Leonard d'aller sur ses propres spots, en fait. Parce que contre n'importe qui d'autre, il était capable, tu vois, contre Cam Reddish ou des joueurs comme ça. Mais en fait, Cam Reddish reste bien devant, mais sauf que Kawhi Leonard est capable d'aller sur son petit tir à mi-distance ou au drive et de marquer. Et là, avec Anthony Davis, ou parfois d'ailleurs Jackson Hayes aussi, qui pouvait switcher sur lui, on essayait de mettre un peu de la taille et de la mobilité sur lui, et ça a plutôt bien marché, sachant que de l'autre côté, lui, Kawhi Leonard essayait un peu de faire la chasse au D'Angelo Russell ou alors au Max Christie. Donc pas mal, belle partie d'échec, on va dire, entre Tyronn Lue et Darvin Ham aussi de ce côté-là. Mais belle victoire des Lakers au final. Ok, eh bien, on peut avancer alors. C'était les affiches de la semaine. On peut avancer sur le focus. On n'a pas de focus cette semaine en particulier, mais on a une stat de la semaine. Quelle est cette fameuse stat de la semaine que tu as à nous proposer, FD, aujourd'hui ? Alors, c'est un petit peu une mise en abîme de la stat de la semaine. Pourquoi ? Parce que c'est une stat, effectivement, de ce qui s'est passé cette semaine, mais c'est une stat qui est sortie cette semaine. Donc, on est vraiment sur une stat doublement de la semaine. Je sais pas si c'était logique ce que je viens de dire, mais c'est une stat qui vient d'être sortie par Crafted NBA. Je pense que c'est un site un peu sympa pour voir des stats sur des joueurs. C'est un site qui agrège des stats un petit peu de plusieurs sites. Hein. Donc t'as du Darko,
t'as des stats qui sont normalement réservés enfin t'as des stats de Ben Taylor. Bref, c'est un site qui agrège pas mal de stats intéressantes. Et donc là, il nous propose ce qu'il appelle un gunner rating. Donc moi, ce que j'appelle, c'est la stat du trou noir. c'est en gros, une fois qu'un joueur reçoit une passe, qu'est-ce qu'il fait avec cette passe? Est-ce qu'on peut appeler ça le Shabazz sur le Basket Lab ou pas? Le Shabazz Mohamed, tu veux dire, ou le Shabazz Napier? Non, le Shabazz Mohamed. L'indicateur, on peut l'appeler ça le Shabazz. Allez, appelons ça le Shabazz. Et donc, en fait, c'est une fois que tu reçois une passe, il y a 3 possibilités, logiquement. Soit tu tires, soit tu perds la balle, soit tu refais une passe. Et donc, sur cet indicateur du Shabazz, seront tout en haut du classement ceux qui, une fois qu'ils reçoivent la passe, ne font pas de passe derrière. Donc, soit ils tirent, soit ils perdent la balle. Et seront tout en bas du classement les joueurs qui, quand ils reçoivent une passe, refont une passe derrière. Donc voilà, le trou noir, parce que une fois que la balle arrive, personne ne la revoit. Je t'ai un petit peu spoilé, mais tout en haut de ce classement, est-ce que tu peux me deviner le top 2? Oui, mais je crois que tu m'avais envoyé la stat, donc je l'ai vu, moi. Je t'en prie, je te laisse le dire. Donc tout en haut, alors elle est sortie le 1er novembre, donc elle est sortie le 1er novembre, donc mercredi. Au moment où vous écouterez ça, elle aura déjà une semaine. Mais au moment où elle a été sortie, c'est Cam Thomas qui était tout en haut, avec 50,42% de non-retour de passe. Oui. Et le deuxième, c'est Victor Wembanyama, avec 47,46 non-retour de passe. Et puis ensuite, derrière, on a à la fois des finisseurs au panier, comme Miles Turner, des joueurs d'isolation comme Jaylen Brown, Brandon Ingram, DeMar DeRozan, Joel Embiid. Et puis après, ce qu'on peut catégoriser un petit peu comme les croqueurs. Hein. Jordan Poole est 13e à 37,93%. Malcolm Brogdon, dont on reparlera après, est 16e à 36,87%. Kyle Kuzma, pareil. Bref, donc je trouvais cette stat assez intéressante, et puis elle nous permet de parler de Cam Thomas. Qu'est-ce que tu penses du début de saison de Cam Thomas, toi qui es un grand fan du joueur? J'étais pas très fan, moi, j'avoue. L'an dernier, c'est le genre de profil qui peut très vite et très facilement impressionner les gens en mettant un peu beaucoup de points, mais pas forcément sur des performances durables, parce que c'est parfois de la surréussite au pull-up, par exemple. Mais c'est pas très stable et c'est pas durable, parce que c'est pas des gens qui vont faire des drives et faire des performances stables là-dessus, quoi. Je suis plus impressionné, moi, par quelqu'un qui fait des drives que quelqu'un qui met des pull-ups. Donc j'avoue que j'aimais pas beaucoup, surtout que c'était ce fameux profil de pull-up, donc pas non plus des tonnes de passing, pas non plus de la défense, pour rester dans l'euphémisme peut-être. Donc j'avoue que j'étais moins emballé que la moyenne, on va dire, sans doute, quand il a fait ces 2-3 matchs là avec des grosses pointes offensives. Mais, et je crois qu'on a le même sentiment, là sur le début de saison, je commence de plus en plus à être intrigué de voir si en effet ça commence à être un peu plus solide que juste le pull-up un peu en surchauffe, quoi. Ouais, totalement. Je suis totalement d'accord. J'ai regardé les Nets, j'ai regardé 2-3 matchs des Nets, et la line-up actuellement, en l'absence de Nick Claxton, c'est du coup Ben Simmons, Spencer Dinwiddie, Cam Thomas, Mikal Bridges et Dorian Finney-Smith. Je trouve ça super fun comme line-up, ça défend dur, ça court beaucoup. Il y a notamment contre les Hornets, bon, ça vaut les Hornets, hein, ça vaut ce que ça vaut. Voilà, FD a regardé Brooklyn contre Hornets, hein, il faut le savoir. pour Brandon Miller, il faut le dire. Mais contre les Hornets, ils mettent 15 points sur les 2 premières minutes 30 du match. Mais en fait, que en défendant dur, Ben Simmons qui prend le rebond défensif et qui lance à quelqu'un qui court devant. C'est super fun à regarder comme line-up, mais par contre, une fois que t'arrives sur demi-terrain, un petit peu plus compliqué, quoi. Parce que t'as Simmons et Finney-Smith, qui sont pas des excellents shooters, donc voilà. T'as pas de créateur évident. Spencer Dinwiddie peut le faire, mais pas non plus un super haut volume. Mikal Bridges est super en off-ball, ça y a pas de souci. Mais du coup, en fait, la création de score, le scoring en isolation avec des tirs qui sont tous plus compliqués les uns que les autres de Cam Thomas, pour le coup, sur demi-terrain, je trouve que ça a vraiment de valeur dans cet effectif-là. Il faudra voir après au retour de Nick Claxton, est-ce qu'ils vont pouvoir faire un petit peu plus de pick and roll et de créer des points comme ça. Mais par contre, aujourd'hui, le scoring de Cam Thomas, vraiment, tient de la valeur. C'est un peu valeur par faute de mieux, peut-être. Ah, totalement. C'est pas optimal. Non, mais on va dire, c'est contextuel, peut-être, en tout cas. C'est ça. Dans le contexte actuel, c'est pas optimal, mais par contre, voilà. Alors, il y a un élément de surchauffe aussi, hein. Il est pour l'instant à 49% de réussite à mi-distance. C'est dans le 77e pourcentile, mais on a vu l'année de la
sa première année en NBA, il a fini la saison à 52%, quoi. Donc, Ouais. donc voilà. Non, mais après, il y a des trucs à aimer chez lui. J'avoue que moi, j'aime pas trop ce profil en général, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement athlétique, avec une dose d'explosivité et de coordination qui est assez dingue, tu vois. Enfin, je veux dire, moi, la fluidité qu'il a pour descendre sur des drives ou pour se tordre d'un côté ou de l'autre sur des crossovers, des trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment la fluidité de corps sur ces drives est assez géniale. Le toucher de balle aussi. J'aime plutôt pas mal son toucher de balle, donc en général, qualité athlétique pour plus toucher de balle, c'est pas mal. Après, encore une fois, voir à quel point est-ce que on va être bas ou pas sur l'échelle de t'es un bon driver et sur l'échelle de t'es un mauvais passeur. Pour moi, c'est un peu ça qui peut décider de. Tu vois, c'est la différence entre un simple joueur de pull-up ou Spencer Dinwiddie, par exemple. Ouais. Dinwiddie qui est un peu, mine de rien, dans ce truc-là. Hein. Lui, sa force, c'est aussi le scoring et le scoring de création surtout, qui a pas trop non plus, qui a un peu de catch and shoot, mais pas des tonnes. La défense, bon, si on est gentil, on dit que c'est moyen. mais voilà, Dinwiddie, pour moi, est quand même d'un certain niveau et d'une certaine utilité, notamment dans des bonnes équipes, mais parce que il est quand même très bon driver et qu'il a un peu de passing. C'est pas le néant absolu, et c'est pas juste le fameux joueur de micro-ondes, quoi. C'est pas juste le puncher en sortie de banc. Donc ouais, je assez intéressé évidemment, malgré ce Shabazz. Il est premier sur la stat du Shabazz, mais en effet, peut-être à voir sur la longueur. Mais je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi les Nets, il n'y a pas beaucoup de talent, mais c'est une des équipes les plus fun que j'ai vues sur ce début de saison en tout cas. Ah, j'ai adoré. Et puis ça fait du bien vraiment de revoir Ben Simmons en forme physique Ouais. Et pour le coup, ils ont un effectif qui pour moi le met en valeur, quoi. Parce que quand tu joues avec Finney Smith en small ball 5, bah tu cours, tu défends bien, et c'est dans ces systèmes-là que Ben Simmons est le plus intéressant. Ouais. Oui, d'accord. Donc voilà pour cette stat, qui d'ailleurs n'est pas une stat qui dit qui est bon, qui est pas bon. Hein. C'est juste qui a tendance à garder la balle, à shooter ou alors à faire des passes. Hein. C'est juste ça. Hein. Il ne faut pas dire les plus mauvais scores sur cette stat, c'est des mauvais joueurs. Non, c'est juste pour décrire la tendance. Tu peux rappeler qui a fait cette stat si les gens veulent la retrouver? Alors c'est Crafted NBA, ils ont sorti un tweet du 1er novembre. Je sais pas s'ils vont l'ajouter sur leur site, mais peut-être qu'on va la retrouver sur leur site. Ok, donc Crafted NBA pour la stat. Et tu avais aussi un mini scouting de la semaine aujourd'hui. Tu voulais notamment parler des Blazers et de notre ami Scoot Anderson. Ouais. Comme tu l'as dit, moi j'aime bien regarder les jeunes dès le début de saison. Pourquoi pas pour dire qu'ils galèrent, parce qu'ils galèrent un petit peu tous à leur manière. Mais voilà, de voir sur quels aspects ils ont vraiment du mal, et puis sur quels aspects ils vont réussir au cours de la saison à s'adapter ou pas. Voilà. Et puis il y avait l'autre pan de mon intérêt, c'est Portland. J'ai l'impression que c'est quand même une équipe qui divise assez. Dans les previews, beaucoup les voyaient tout en bas, d'autres les voyaient un petit peu mieux, faire la course au play-in. Et donc j'avais un petit peu envie de voir, mais sur le terrain ça donne quoi pour l'instant, avec les ajouts de Ayton, de Brogdon, de Rob Williams. Qu'est-ce qu'ils vont réussir à faire un petit peu de cette bouillie de joueurs qui viennent d'arriver? Et donc forcément Scoot Anderson, numéro choix de troisième choix de la dernière draft. Et pour l'instant c'est voilà, on avait dit qu'il galérait. Effectivement, il galère. On est sur des chiffres de réussite qui sont très compliqués pour lui pour l'instant. Je vais les sortir. On est à 55% de réussite au cercle, 9% à 3 points, 45% à mi-distance. C'est le joueur qui perd le plus de ballons de la ligue. Enfin, 26,7% de turnover percentage. C'est quelqu'un qui, vraiment pour l'instant a du mal en NBA. Pourquoi? Pour le profil de Scoot Anderson, c'est un meneur ultra athlétique, qui était l'année dernière, enfin qui a passé les deux dernières saisons en G-League, et qui faisait vraiment des dégâts sur drive, quoi. Et pour l'instant, en début de saison, il a joué donc contre les Clippers, donc Ivica Zubac, contre Orlando, du coup Wendell Carter Jr., contre Philadelphie, Joel Embiid, contre les Spurs, contre Toronto, Jakob Poeltl. Donc à chaque fois qu'il jouait et qu'il allait dans la peinture, il se retrouvait avec un de ses rim protecteurs contre lui. Et pour l'instant, je sais pas si tu as regardé un petit peu, mais pour l'instant, c'est ça qui est criant, c'est qu'il a du mal à s'adapter à la rim protection de NBA, en fait. D'accord. C'est quelqu'un qui, à mon avis, toute sa vie, a pu être plus puissant et aller plus haut que les gens qui venaient en net sur ses drives. C'est plus le cas aujourd'hui, en fait. Et donc, il a vraiment du mal à s'adapter à la longueur des défenseurs en NBA. Ça, c'est sur son scoring.
Et puis après, il y a l'autre aspect un petit peu plus inquiétant, je pense, pour moi. C'est surtout ce qui est playmaking, prise de décision, où en fait, pour l'instant, c'est très compliqué, quoi. Il perd énormément de balles parce que une fois qu'il drive, t'as le poste 5 qui arrive. Donc là, maintenant, il a compris qu'il allait se faire contrer. Donc il ne tire plus systématiquement, mais il va faire la passe automatique, en fait. Il va faire la passe à la première passe logique, quoi. T'as le défenseur du pivot qui vient en aide sur lui, bah il fait la passe au pivot. T'as le défenseur du poste 3 qui vient sur lui, il fait la passe dans le corner au poste 3. Sauf que ces défenses en NBA, bah les défenses elles coupent cette passe, quoi. T'as l'aide qui arrive et donc ça c'est interception à chaque fois. Et donc voilà, t'as cet aspect où à la fois c'est que du straight line drive, c'est que tout droit. Y a pas vraiment de changement de direction, y a pas vraiment de changement de rythme. Et donc les défenses s'adaptent facilement. Et ensuite, une fois qu'il a battu le premier rideau, il a du mal à exploiter ses avantages. Donc pour l'instant compliqué, et ça va nous permettre aussi de parler du contexte de Portland. Mais est-ce que toi t'as quelque chose à rajouter sur Scoot? Je sais pas si tu l'as regardé. Bah, alors moi, pour le coup, je le connaissais pas très bien, Scoot Henderson. Mais du coup, j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu es réellement inquiet ou est-ce qu'on est sur une phase d'adaptation totalement normale? Est-ce que ça vient? Est-ce que c'est juste parce que voilà, comme on le répète toujours, hein, les porteurs de balles très jeunes ont du mal à scorer efficacement. C'est le cas de tout le monde, quasiment 99,9%. Est-ce qu'on est plutôt là-dessus? Ou est-ce que tu as aussi des souvenirs de quand il était plus jeune, de bah, finalement, c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on a vu que dans des contextes de D-League et que on n'a jamais vu dans des contextes plus compliqués. Qu'est-ce qu'il en est aussi peut-être de son, tu vois, la capacité à faire des finitions un peu plus techniques, un peu plus créatives. Tu te positionnes où par rapport à tout ça? Pas forcément inquiet sur son scoring personnel. Enfin, sur sa finition au cercle. Hein. Je suis inquiet pour le tir pour l'instant. D'accord. Je pense que ça ira mieux au fur et à mesure de sa carrière, ça y a pas de souci. Pour le jump shot, tu veux dire? Pour le jump shot, ouais. Mais en fait, parce que pour l'instant, son jump shot, enfin, son manque de menace en pull-up, fait que les défenses ne respectent pas son tir, donc sont vraiment concentrés sur son drive. Et donc voilà, c'est l'effet boule de neige en fait. Si on respecte pas ton tir extérieur, on défend mieux ton drive. Ouais. Là-dessus, je suis moyennement inquiet. Ça va. Je me dis c'est de l'adaptation. Il va comprendre que les défenses sont un petit peu plus, sont meilleures en NBA. Et surtout, j'espère qu'un jour il va évoluer dans un contexte collectif un petit peu plus intéressant pour ses qualités de drive. On en reparlera après. Mais quand t'es sur le terrain avec Matisse Thybulle, Jeremy Grant, DeAndre Ayton, t'as pas énormément de spacing. Donc c'est compliqué pour lui. Ou même parfois Rob Williams et Ayton qui jouent tous les deux ensemble. Donc là, toute possibilité de drive en fait est annihilée avant même que tu mettes un pied dans la raquette. Par contre, ouais, sur l'aspect decision making, lecture de jeu, lecture des aides défensives, je l'attendais un petit peu meilleur dans le sens où il a quand même 2 années de basket professionnel derrière lui. C'est pas quelqu'un qui a fait 1 an à NCAA où vraiment là on parle d'un basket qui est totalement différent. Il était censé être dans un programme qui le familiarisait avec ce genre de profil à la fois athlétique et à la fois tactique qu'on voit en NBA. C'est là-dessus que j'ai un petit peu plus de doutes, donc à quel point il va être capable de, à terme, quand sa menace au scoring sera là, la faire fructifier par du playmaking, par de la création pour les autres. Ok. Bon, moi, je vais pas me prononcer parce que j'ai pas trop vu les Blazers, puisque je suis intéressé par la NBA, moi, pas par... Pas par la G-League. Non, je dis ça alors qu'en plus, je suis parmi ceux qui pensent que ça peut faire un play-in plutôt qu'un truc catastrophique. Donc à suivre, évidemment, pour Scoot Henderson, que j'ai hâte de voir, du coup, effectivement. Et tu voulais aussi parler, je crois, dans les Blazers, de Malcolm Brogdon, notre ami Malcolm Brogdon. Alors, qu'est-ce qu'il fait cette saison, Malcolm Brogdon? Eh ben, il fait beaucoup de choses. Il fait énormément de choses. Forcément, comme Scoot Henderson, on lui donne énormément de ballons. C'est lui qui joue avec DeAndre Ayton, c'est lui qui joue avec la starting, avec le 5 de départ. Donc c'est Malcolm Brogdon qui est la première option en sortie de banc. Mais quand je dis première option, c'est première option. Il y a encore quelques jours, c'était lui qui prenait le plus de tirs par minute passée sur le terrain. Aujourd'hui, il est dans le top 10. Il est 9e de nombre de tirs tentés par 36 minutes. Et puis surtout, au-delà du volume de tir, on est dans un profil, dans un régime de tir de superstar en fait. C'est quelqu'un qui prend 9 tirs à mi-distance par 75 minutes, c'est donc le 96e pourcentile. Il prend 5 tirs au cercle, donc pas trop de tirs au cercle, mais en fait, c'est soit des flotteurs ou des mid-range contestés, soit du pull-up à 3 points en sortie d'écran. Donc si vous voulez un petit peu vous amuser et voir Malcolm Brogdon dans un rôle où on l'a jamais vu,
en tant que scoreur principal, presque, enfin, il fait plus énormément de passes en fait. Allez vous amuser, allez regarder les Portland Trail Blazers pour voir du Malcolm Brogdon en isolation. C'est pas toujours très beau, mais c'est marrant. Moi, je le soupçonne de vouloir se faire trader et du coup de prendre des tirs totalement ubuesques. Oui. Mais voilà, ça m'a un petit peu fait rire. Et puis dernier point sur les Blazers. Toumani Camara, je sais que j'ai vu qu'il y avait une discussion là-dessus sur le Discord parce qu'au moment de sa draft, Alexandre Berthaud, l'ancien chef d'envergure, était pas haut du tout sur lui, le Belge. Et bah Toumani Camara, il joue beaucoup. Oui. Et c'est pas mal du tout. Défensivement, je le trouve assez bon, je le trouve intelligent dans ses choix offensifs. Alors, voilà, on est totalement dans le profil, c'est dans les équipes jeunes, t'as toujours un mec en sortie de banc qui te fait une saison où t'as l'impression que ça va être un joueur NBA. À OKC, il y en a eu 15 sur les 2 dernières années. Donc je sais pas à long terme ce que ça veut dire sur Toumani Camara, mais pour l'instant, en tant que rookie qui a déjà 23 ans, c'est pas si mal que ça. Ça va être le Omri Caspi de Portland. Ce qui a été Omri Caspi au début 2010 à Sacramento. Non, l'anecdote, c'est... Je sais pas si Al était haut ou pas sur lui. L'anecdote, c'est juste que... en fait, ils avaient fait un live en envergure et il y avait, tous les Belges venaient poser des questions sur Toumani Camara et du coup, Al a lâché. Hein, mais on sait pas, mais vous cassez les pieds avec Toumani Camara, il va pas trop jouer, quoi, a priori. C'est un joueur, quoi, du deuxième tour. Mais ouais, non, mais effectivement, du coup, moi, je connaissais pas du tout. J'étais sur cet a priori et il joue, il est dans la rotation. Mais donc à suivre Toumani Camara, le Belge. Mais en effet, ouais, sur Brogdon, je pense que... Alors, en fait, il y a plusieurs versions. Il y a lui qui dit, et en tout cas des rumeurs qui disaient que lui était très, très content d'être à Portland hein, quand il a été échangé et que ça lui allait d'être un peu le mentor de cette équipe. Et de l'autre côté, c'est vrai que je peux pas m'empêcher de penser non plus que, à un moment donné, c'est possible que Portland, un peu comme Utah, débranche, de toute façon, même si ça marche, débranche en milieu de saison et se serve un peu de Brogdon pour aller... pour l'échanger et obtenir une bonne contrepartie, quoi, parce que tu vois, c'est quelqu'un qui, je pense, peut intéresser pas mal de monde sur le marché. Je pense. Hein, alors, les Clippers, du coup, ils ont plus trop la place de l'accueillir, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais je pense aux Sixers, par exemple. Est-ce que les Sixers pourraient pas aller chercher un Malcolm Brogdon ? Ouais. Est-ce que le Heat pourrait pas aller chercher un Malcolm Brogdon contre le vieux Kyle Lowry, qui d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais qui a fait un match absolument légendaire contre Boston. Enfin, magnifique. Le meilleur 0 sur 1 au tir que j'ai jamais vu de ma vie. C'est la défense incroyable de Kyle Lowry. Bref, fermons cette parenthèse. Non, mais je veux dire, Malcolm Brogdon, effectivement, peut-être il y a un côté, on lui donne tous les ballons pour l'échanger, faire monter sa valeur et l'échanger d'ici 2 mois, quoi, peut-être. Ouais, oui, je pense que il y a aussi de ça, quoi. Il y a aussi de ça. Ou bien il accepte totalement ce rôle de mentor de Scoot Henderson et de Anthony Simmons et de Sheldon Sharp. Mais je pense qu'il a de l'utilité encore chez un contender. Ouais, je suis d'accord. Après, j'ai essayé de voir le salaire. Je crois qu'il n'a pas un salaire si négligeable que ça non plus. Hein. Il doit être aux 15-18 millions, un truc comme ça. Donc c'est pas non plus... pas facile à trader. Hein. C'est pas facile, mais ça peut se faire, quoi. Mais je vois bien quelqu'un essayer d'aller le chercher pour en faire son starter ou son sixième homme. J'y suis. Ouais. Ah non, 22 millions. 22 millions cette année et 22 millions l'an prochain. Les questions des auditeurs, tiens. Les questions d'auditeurs, vous savez, chaque semaine, vous pouvez poser vos questions, faire des demandes vous avez envie qu'on parle d'un joueur, vous avez envie qu'on fasse un focus sur Toumani Camara. Vous pouvez demander. Al, il veut pas sur envergure, mais nous, on le fera. Non, des questions ou des remarques sur à peu près tout. Et donc, j'en ai une. Oui, donc, la première, on en a déjà un peu parlé, hein, sur Zach Collins, effectivement. Plus que Zach Collins, c'était les rotations de San Antonio. On a déjà un peu répondu, mais tu sais, la question de qui va être meneur ou pas entre Trey Jones et Jeremy Sochan, toi, comment tu penses que ça va se faire ça long terme ? À long terme cette saison ou au-delà de cette saison ? Les deux, on va dire. Alors, cette saison, Zach Collins pour moi va rester comme ancre défensive au poste 5. À terme, ça va dépendre de l'évolution défensive de Wembanyama. À terme, est-ce que tu vas pouvoir le mettre en poste 5 pour du coup avoir une attaque peut-être un petit peu plus dynamique? Oui, pourquoi pas. Par contre, si tu vois physiquement il garde son agilité sans forcément prendre en force,
En fait, peut-être que ce rôle de roamer, ça lui ira très bien jusqu'à ce qu'il ait 28-29 ans et qu'il perde un peu en mobilité, quoi. Et toi, tu te connais ou pas un peu Sohan d'avant la draft? Est-ce que tu étais fan ou pas de son profil? Ouais, j'aimais bien. Il était très dans la mouvance, c'est les grands initiateurs, les grands ailiers. Ouais. Il a jamais eu de tir. Par contre, c'était un excellent défenseur à Baylor. Et il y avait il y a toujours eu ce côté de grand initiateur. C'était la même année que Scotty Barnes. Donc moins bon créateur que Scotty Barnes, mais par contre, c'était un peu le même profil de. T'es sûr que c'est la même année? Alors, c'est pas la même année, mais il doit y avoir une année de différence. Parce que Scotty Barnes, c'est 2021, je crois que Sohan, c'est 2022, non, si je dis pas de bêtises, en termes de draft. Ouais, il doit y avoir une année de différence, mais c'est d'une saison à l'autre, quoi. Ouais. Et c'est un peu le même profil de grand initiateur et de défenseur très correct sur les postes 2, 3, 4, quoi. Parce que ma question, en fait, pourquoi je te demandais ça, c'est est-ce que à terme, on pourrait voir Sohan poste 4 à côté de Wembanyama? Tu penses que c'est possible ou pas? Sachant que derrière, on a aussi du Keldon Johnson et Devin Vassell qui, a priori, tiennent la corde pour des postes 2 et 3, on va dire. Même si ça peut être amené à bouger, évidemment. Il n'y a rien de définitif et c'est rare qu'on ait une équipe championne 10 ans plus tard avec les 5 qui ont été draftés au début. Mais est-ce que sur Jeremy Sohan, tu l'imagines totalement en titulaire poste 4 à côté d'un Wembanyama dans un scénario idéal, on va dire? Oui, parce que défensivement, ça tient vraiment la route. Et okay. Non, je vois ça. Ok, très bien. Très bien. Vincert nous dit moi, je veux bien que vous fassiez un point sur les débuts de Chet. Alors, moi, je ne l'ai pas vu assez pour en parler, mais toi, si tu l'as observé déjà. J'ai vu le match contre les Nuggets qui était une purge monumentale dimanche soir là. Mais non, il y a eu un article de Benji de QI Basket qui est sorti sur une comparaison un peu entre les débuts de Chet et Victor, donc je peux renvoyer l'auditeur vers cet article. Mais non, il est long, défensivement il a déjà ce côté encre défensive. Pour le coup, au poste 5, il est moins utilisé comme roamer, il est plus utilisé comme défenseur, vraiment poste 5, un peu au point d'attaque. Ouais. Non, j'aime beaucoup les débuts de Chet, qui sont forcément un petit peu masqués par les débuts de Wemby, mais j'aime beaucoup défensivement, et puis offensivement, il y a de la finition intérieure, il y a un petit peu de tir, et non, c'est vraiment très très sympa. J'allais dire Wembanyama, Chet et Evan Mobley, défensivement, tu les classes comment? Mais bon, je pense qu'on va exclure peut-être Wembanyama, mais Evan Mobley, Chet, tu les mets comment défensivement à long terme, potentiel? À long terme? Ouais. Je pense que Chet a un meilleur plafond. D'accord. Un meilleur plafond, avec un profil un petit peu plus risqué, parce que t'as des risques de blessures, etc. Mais oui, le plafond de Chet est au-dessus. Maintenant, si tu me demandais en termes médian, tu vois, scénario réaliste, le scénario médian, ouais. Je pense qu'il y a moins de risques que du côté de Mobley, mais parce qu'on l'a vu aussi pendant 2-3 ans, quoi, alors que Chet, on l'a vu sur 4 matchs. Mais je pense qu'il y a plus de risques du côté de Chet, mais par contre, le plafond est au-dessus. J'avoue que... Enfin, non, j'avoue rien, pardon. Excusez-moi pour ce tic de langage. Mais j'étais j'étais parmi les moins chauds à sa draft, parce que j'avais pu l'observer, du coup, Chet Holmgren à la fac. J'étais pas très chaud sur son jump shot. Je trouvais que c'était très très plat et qu'il poussait pas beaucoup sur ses jambes et que je voyais pas autant de potentiel à 3 points qu'on pouvait le dire. Là, ce que j'ai pu voir, c'est que justement, il fléchit un peu plus les jambes et le jump shot a l'air quand même beaucoup plus fluide. Et je pense que c'est pas étranger au fait que OKC a aussi récupéré le gourou du shoot des Spurs. Là, tu sais, mince, j'ai perdu son nom. Mais voilà, je trouve que le shoot ressemble un peu plus à quelque chose de fiable, donc à suivre ça, mais je veux pas trop en dire parce que si je l'ai pas vu, donc imagine je dis des trucs bien alors que j'ai pas vu, à quoi ça servirait ensuite de regarder les matchs sur le reste. Chip Engeland. Oui, voilà, c'est ça. Chip Engeland. Accent, merci pour l'accent. Willmatic nous dit, est-ce que Wemby porte un pyjama? FD. Très bonne question. Après les brocolis, peut-être, j'imagine, oui. Oui, je pense qu'il mange du riz, brocoli, saumon, et ensuite il met un pyjama. Voilà, c'était la question que tout le monde avait envie
Tout le monde voulait la réponse. Assez parlé de moi nous dit dans les remarques et les questions de la semaine, le Julius au maître. Est-ce que pour savoir quand il va démarrer sa saison, toi qui es fan d'Enix, tu peux peut-être répondre. Il va démarrer sa saison 2023-2024 en octobre 2024. D'accord, ok. Donc pour la saison 2025, puisqu'il alterne. C'est ça. Est-ce que d'ailleurs en octobre 2024, il sera Onyx ou pas? C'est la question aussi. Hein. Mais en fait, le souci de Julius Randle, c'est que ça fait 3 ans qu'on dit tout le temps, bah, il va être tradé. Et il a cette espèce de barreau d'honneur où au dernier moment, quand vraiment on se dit là, on n'en peut plus, on a atteint le point de non-retour, et il fait tout d'un coup un très bon mois et on se dit peut-être que on peut travailler avec lui. Et, donc non, moi je le vois toujours au sein des New York Knicks en octobre 2024. Malheureusement, tu as rajouté après avoir coupé ton micro. Wembanyama utilise quel gel douche? Question de art abstrait. On ne sait pas. Alors il paraît que c'était du Axe, mais on ne sait pas. On va vérifier. Wembanyama est-il plutôt douche que bain? Plutôt douche, il paraît. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous répondre. Non, question sérieuse. Garincha qui nous dit: j'aimerais bien une rubrique le joueur hipster de la semaine pour parler d'un joueur qui fait des choses intéressantes pendant la semaine, mais sans avoir fait l'actu. Genre Christian Brown ou Jalen Johnson au hasard. Oui, c'est exactement pour ça qu'on a notre rubrique du scouting de la semaine. Donc cette rubrique sera là effectivement dans l'hebdo toute l'année. On a parlé de Toumani Camara là. Exactement, on a parlé un peu de Toumani Camara. Mais tiens, d'ailleurs, j'ai hésité à parler de Drew Smith, que j'aime beaucoup de Miami. Alors, j'ai un peu les mêmes remarques que j'avais Gabe Vincent il y a 2 ans, c'est-à-dire excellent joueur, s'il mettait les tirs, ce serait un vrai joueur NBA. Pour l'instant, il met pas de tirs, c'est le problème. Mais j'aime beaucoup la défense de Drew Smith, sur le ballon et surtout off-ball. J'ai beaucoup aimé. Autre question aussi, de la part de Assez parlé de moi, est-ce que le trade de Lillard est déjà un échec, FD? Non. Alors j'imagine qu'il y a un peu d'ironie dans cette question, mais oui, je crois qu'on se fait troller sur les questions de la semaine là. Oui, je pense. Quoique je pense que les gens veulent vraiment savoir le gel douche de Wembanyama. Non. Par contre, on peut quand même en parler. Défensivement, pour l'instant, Milwaukee c'est aussi moche que prévu. Oui. Le problème, c'est que c'est pas aussi bon offensivement qu'on attendait, peut-être. Mais bon. Ouais. Ça, on attendra plus de matchs pour en parler sans doute. Une question de le nom c'est Eric Spochtron. J'ai une grosse interrogation sur Houston, ça peut faire l'objet d'une réponse rapide lors du podcast. Sommairement, la mise en place de Houston, on en pense quoi? À plein de niveaux, j'aurais eu Lucas en face de moi, j'aurais 1000 questions à lui poser. La création offensive en particulier, l'utilisation des joueurs, les tirs recherchés, la façon de les trouver, le rôle donné aux joueurs en particulier, les jeunes, bref, ça va dans le mur ou pas? FD, est-ce que tu t'as infligé Houston ou alors est-ce que tu regardes pas toutes les mauvaises équipes de NBA encore? Je vais pas sortir de bullshit. Non, j'ai pas vu Houston, donc je te laisse répondre. Désolé à l'auditeur, mais j'ai pas de réponse à donner là-dessus. J'ai pas encore beaucoup vu Houston, donc peut-être on garde la question sur le coude pour y répondre dans une semaine ou deux. Mais ce que j'ai vu, c'est que on a un peu plus de séquences avec Sengun utilisées au poste bas ou au poste haut ou sur des séquences en 5 out. Donc c'est toujours un peu intéressant ça. Mais j'ai quand même pas mal de doutes sur le capital de base, on va dire, des Rockets et leur création offensive. Début de saison très compliqué aussi pour Jalen Green, en ayant suivi de loin. Oui, alors j'ai pas suivi du tout pour le coup, mais je crois qu'il sort d'une saison où il avait été très inefficace l'an dernier en plus. Il a perdu dans tous les secteurs du jeu, il a perdu 4 ou 5 points de réussite pour l'instant. Donc, Bon, sachant que pour l'instant c'est 3 matchs, donc oui, échantillon. Oui, d'accord. Ok, voilà pour les questions de la semaine. N'hésitez pas à nous poser des questions sur les matchs ou à faire des remarques, ou d'ailleurs à nous proposer des rubriques ou faire des demandes, bien entendu. Et donc on avance. FD, les affiches de la semaine prochaine. On vous fait votre programme pour la semaine qui arrive. Et donc FD, qu'est-ce qu'on a cette semaine à se mettre sous la dent? Du coup, le 6 novembre, on a un Heat Lakers. Pourquoi regarder ça? Parce que le Heat, peut-être qu'ils vont vouloir lancer leur saison, il serait temps. Les Lakers, peut-être qu'ils vont pas faire jouer LeBron 38 minutes, donc peut-être qu'il y aura match. Le même soir, on a un Bucks Nets intéressant à regarder parce que je pense que pour le coup, les Nets peuvent poser problème à une équipe de Milwaukee qui est encore en train de se chercher défensivement. Et voilà, est-ce que Ben Simmons va défendre sur Damian Lillard ou est-ce que il va défendre sur Giannis? J'ai un peu envie de voir comment ils vont utiliser Ben Simmons défensivement lors de ce match.
Alors, j'aime bien les Nets également, mais je crois que ce lundi soir prochain, j'irai plutôt... Enfin, en tout cas, mardi matin, du coup. Mais le match sera lundi soir. Peut-être les débuts de James Harden avec les Clippers Knicks. Ah oui. À noter pour ceux qui sont intéressés, Clippers Knicks lundi soir et donc dans la nuit de lundi à mardi. Ensuite, mardi, mercredi, il n'y a rien parce que Election Day. Hein. Voilà, donc pas de match. C'est ça. Mardi, il n'y a aucun match. Le mercredi, du coup, le Warriors Nuggets. Le classique. Voilà, ça, je pense qu'on va tous regarder ça. Le jeudi, 2 affiches alléchantes entre Indiana et Milwaukee et Atlanta Orlando. Un petit peu de sarcasme là-dedans. Oui, c'est je sais pas. Alors, je pense que c'est les 2 matchs dans prime time du jeudi, tu sais, sur TNT. Mais je comprends pas cette programmation. Qu'est-ce qui s'est passé là faut nous expliquer en quoi ces 2 matchs en prime time, le Milwaukee Indiana et le Atlanta Orlando. Ouais, c'est particulier quand même. Ah, c'est des rivaux un petit peu géographiques. Indiana Milwaukee, c'est le Midwest Championship. Et puis Atlanta Orlando. Ouais, bon, pas tellement en fait, mais. J'ai pas vérifié, mais il y a peut-être une grosse affiche NFL. Ils se sont dit, allez, ouais. on cale ça maintenant, comme ça on se débarrasse un peu. Genre, il fallait qu'on fasse passer une fois à la télé Orlando et Indiana. Je sais pas, mais ouais. Et puis ensuite, le vendredi, c'est la deuxième journée du In-Season Tournament. Ouais. Avec un Clippers Mavs et un Lakers Suns. Qui peuvent être sympa. Pas mal. Et donc, attends, le tournoi, c'est tous les vendredis, c'est ça? Ou alors j'ai pas très bien compris? Il me semble que c'est ça, hein. Il me semble que c'est ça, puisque là, du coup, le jour enfin, ce soir, le 3 novembre. Ouais. Le jour où on enregistre, c'est la première fois qu'on va voir ces magnifiques, les terrains, avec des couleurs vives, là. Je sais pas si t'as vu la news passer. Ouais. Comme quoi, on va jouer sur des terrains qui rendent un petit peu aveugle. J'ai hâte de voir comment ça va donner. Je pense que ça va être beau si t'es dans la salle, à la télé. Je sais pas si ça va être très très harmonieux. Il va falloir voir. Disons qu'il y a une raison pour laquelle les terrains sont d'habitude avec des teintes un peu claires. C'est pour qu'on voit les joueurs en fait et qu'on voit ce qui se passe sur le terrain. Mais bon, on verra bien. Ouais, non, effectivement, donc vendredi, le fameux tournoi avec pas mal de matchs, mais tu me dis que toi tu regarderas pas le Kings OKC alors? Ah bah non. OKC, je les ai regardés une fois là du coup contre Denver. Ils m'ont un petit peu dégoûté quoi. Parce que bon, après SGA est passé totalement à côté de ton match. Hein. J'imagine que c'est mieux quand il est bon. Mais bon, il y avait 40 points à la mi-temps quoi. Donc voilà pour vendredi. Et puis samedi, tu as noté 4 matchs, c'est ça? Ouais, samedi, il n'y a que 4 matchs, dont l'affiche la plus alléchante, c'est Golden State Cleveland, en tout cas pour moi. Pas mal. Et puis dimanche, dimanche c'est le Guillaume Miko, le classico Jokic Sengun, qui risque de se terminer très vite en termes d'écart. Ouais. Je pense que les Nuggets... regarder que la première mi-temps, ouais. Voilà. Je pense que les Nuggets sont légèrement au-dessus, donc on risque d'avoir un Jokic à 24 minutes par match. mais voilà, le Jokic Sengun, toujours un peu à regarder. Le basket Labico, comme tu dis. Et puis un Minnesota Warriors aussi. C'est vrai que Minnesota fait un gros début de saison en termes de défense notamment. Ça va être intéressant de les voir passer à l'épreuve du mouvement des Warriors. Donc effectivement dimanche prochain, à voir Warriors Timberwolves. Ok, donc voilà pour le petit programme de la semaine. Et donc on finit par le quiz. Voilà, quiz. Merci beaucoup Guillaume, c'était cool de passer dans le Basket Club. À dans 3 semaines. Hein. tu déclares forfait, tu prends un 0 sur 10 pour cette première? Non, écoute, on va essayer d'en choper un ou deux, quoi. Essayons alors. Donc le quiz, on rappelle 10 questions pour chaque intervenant. Pour l'instant, Azad a fait un 6 sur 10 au premier, donc il est en tête. Mais en même temps, il n'y a eu qu'une émission. FD, premier quiz, 5 questions, c'est un pour qui qu'il joue. C'est un who he play for, mais à la sauce française parce que j'ai pas un bon accent. Donc pour qui qu'il joue. Mike Muscala, FD. Oh, Mike Muscala. Mike Muscala est-il à Boston? Il était à Boston l'an dernier, mais il est à Washington cette année. Il est à Washington chez les Wizards. FD, où est Homer Yurtseven cette année? Continuité, il est toujours à Miami. Et non, il n'est plus à Miami. Il est à Utah cette année. D'accord. Il s'est blessé très, très, très longuement. Enfin, il était blessé et absent l'an dernier à Miami. Et là, il est à Utah. Est-ce qu'on peut faire un who he played
Four. Ce sera peut-être plus simple. Non, surtout pour celui-là, pour ce joueur, j'ai hâte de voir où est-ce que tu penses qu'il est. FD, où joue Mo Bamba en 2024? Ah, si, il est aux Lakers. Et non, 0 sur 3. Il est aux Sixers cette année. Ah bon, d'accord. Il est aux Sixers. Okay. Il était aux Lakers l'an dernier, mais il était free agent. Oui. Il n'a pas été prolongé. D'accord. Et un dernier, FD, où joue Richaun Holmes? Oh. Richaun Holmes joue à Toronto. Eh bien, tu me l'apprends, parce que moi, j'avais noté qu'il était à Dallas cette année. Il est à Dallas. Mais je crois qu'il a toujours pas joué, hein, mais en tout cas, il est dans l'effectif. D'accord. Donc, ça nous fait un 1, 2, 3, 4... Non, ça fait 0 sur 5 pour toi, FD. Ouais. Sur ce premier quiz. Non, mais comme je le disais, hein, on se moque de Charles Barkley, mais c'est pas si facile que ça, en condition du direct en plus. Oui, je pense que même avec un petit peu de préparation, si tu m'avais envoyé les noms il y a quelques jours, j'aurais toujours pas trouvé la réponse. Hein. Bon, après, toi, ce qui est bien, c'est que tu joues le jeu, quitte à te prendre un 0 sur 5, t'es pas comme N5, tu triches pas en allant sur Internet, donc on embrasse N5. Donc 0 sur 5 pour ces 5 premières questions. Est-ce que tu vas arriver à gratter des points sur ces 5 prochaines over-under? FD, Zion Williamson, son temps de jeu moyen par match en 2024 pour l'instant, si je te dis 31 minutes, est-ce que tu prends le au-dessus, plus que 31 ou moins que 31 minutes de jeu par match en moyenne? Plus. Eh bien non, c'était moins. C'était 30,8 minutes par match en moyenne cette saison, pour l'instant. Okay. FD, autoporteur, si je dis 1 minute totale cette saison, tu prends over ou under? Sur toute la saison 2024. Hein. Allez, over. Oui, c'est over. Il a joué 16 minutes déjà. Ouais. On n'aura donc pas le grand chelem de la loose. Tu commences à me faire peur. Là, on est arrivé à la 7e sur 10. FD, notre ami Alperen Sengun, justement, contre Charlotte, puisque tu aimes bien les équipes comme ça. J'ai pas regardé ce match, hein, je te rassure tout de suite. 23,5 en termes de points sur ce match-là. Alperen Sengun a-t-il mis plus ou moins que 23 points et demi sur ce match-là? Oh, moins. Exactement, il a mis 19 points sur ce match-là. Mais avec des belles actions, d'ailleurs. Un poster en fin de match, notamment. Notre ami, le rookie Derek Lively. Si je te dis, contre les Chicago Bulls, le nombre de contres, 2,5. Est-ce qu'il a fait plus ou est-ce qu'il a fait moins contre les Bulls? Il a fait plus. Eh bien non, il a fait moins. Il n'a fait qu'un contre sur le match contre les Bulls. Mince. Donc on reste à 1 sur 9 pour l'instant. Non, 2. C'est quoi la... Non, j'ai Sengun aussi. Oui, t'as raison, pardon, excuse-moi. Oui, attends. Tentative de triche déjà. 2 sur 9, est-ce qu'on va atteindre le 3 sur 10 ou pas? Anthony Davis contre les Los Angeles Clippers pour un des matchs de la semaine. A-t-il joué plus ou moins que 46 minutes sur le match? Je l'ai vu juste avant. Il a joué beaucoup. Allez, plus. Il a joué plus, en effet. Il a joué 47 minutes et 34 secondes sur ce match-là. Donc, il nous fait un très joli 3 sur 10 pour FD. Pas mal. Cette semaine. Et donc, FD, deuxième de la race. Magnifique quand même. Deuxième. Deuxième pour l'instant, deuxième sur 2. Voilà pour le quiz en points. Vous le savez, un quiz en 2 temps. Et puis le dernier c'est juste pour rire. Juste pour le plaisir. Un kick est sur le terrain. Il n'y a pas de points. Mais est-ce que tu es capable de nous citer des joueurs sur cette action marquante de la semaine et de la saison? Le game winner de Klay Thompson contre les Kings. Sur le deuxième match, le deuxième Golden State Sacramento aux Warriors. Klay Thompson qui met un tir quasiment au buzzer. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain? Alors, du côté des Warriors, Thompson, Curry, Green. Oui. Looney. Kevin Looney n'est pas sur le terrain. Donc, Kuminga. Kuminga n'est pas sur le terrain, non. Donc, Chris Paul. Oui, Chris Paul est là, tout à fait. Wiggins, du coup. Wiggins n'est pas sur le terrain, non. Moses Moody. Non plus. Moses Moody non plus. Je vois que même sur les quiz où il n'y a pas de points en jeu, t'es pas très fort non plus. J'ai commencé par 4 réussites. Hein. C'est vrai. Non, c'est le dernier qui... Dario Saric, pardon. Non plus. Oh. Si je te dis Pinocchio, le créateur de Pinocchio, comment s'appelle le créateur?
Tu l'as déjà donné comme indice sur la syllabe, il me Eh semble. ben oui, c'est pour ça, c'est un rappel. Non, je vais pas Il a un l'avoir. papa qui a été défenseur de l'année. Dans les années Ah, c'est 90. Pardon, Gary Payton. Oui, Exactement, pardon, Gary Payton. Gary Payton. Junior, du coup. Oula, compliqué, hein. Et côté Kings. Et du côté Kings, on a Keegan Murray. Oui, On doit avoir Davion Mitchell. tout à fait. Tac. On doit avoir Malik Monk. Exactement. Sabonis. Oui. Et Un ancien Warrior. un ancien Warrior. Champion NBA avec les Warriors. Le problème, c'est qu'ils en ont gagné pas mal des titres. Ancien phénomène lycéen du début des années 2010. UNC. Harrison très Barnes. haut. Pardon. Exactement. Harrison Barnes. Harrison Oui. Barnes est sur le terrain. Donc voilà pour le quiz qui ne rapporte pas de points, mais qui est toujours marrant. Oui. Ça dépend quand tu le fais ou quand tu donnes le thème. Et donc bon, je suis désolé, hein, je note 3 sur 10 pour toi à la race cette semaine. Oui. Mais en tout cas, merci beaucoup FD d'être passé sur le Basket Lab et sur l'hebdo numéro 2. Avec plaisir. Merci à toi. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et j'espère que ça y est, on commence un peu à se faire à ce format. Comme dit d'ailleurs la dernière fois, le format n'est toujours pas définitif, hein, j'attends encore vos propositions de rubriques. Il y a peut-être des rubriques que j'aurais un peu... qui pourraient totalement rentrer dans ce format-là. D'ailleurs, au niveau du nom, pour l'instant on est sur l'hebdo, mais si vous trouvez mieux, n'hésitez pas. Et puis oui, comme d'habitude, l'espace auditeur qui est là pour vous aussi, je le répète. Donc on compte sur vous également de ce côté-là. Et donc, que va-t-on faire la prochaine fois ? La prochaine fois, on devrait essayer cette semaine de finir, de terminer, de boucler notre top 100 dans l'intersaison. Vous avez remarqué, nous ne sommes plus dans l'intersaison. on a déjà une semaine de NBA, une semaine et demie. Et donc, on va essayer un peu de les enchaîner cette fois, finir les derniers épisodes de la syllabe, notre top 100. Donc la prochaine fois, rendez-vous pour le 21e numéro de la syllabe. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à FD d'être passé sur le podcast. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.